Toute la famille de mon mari s'était envolée pour des vacances à l'étranger, me laissant seule pour m'occuper de mon beau-père paralysé. Mais au milieu de la nuit, il s'est soudainement redressé dans son lit, m'a tendu un acte de donation d'une valeur d'1 million d'euros et m'a révélé un secret qui m'a coupé le souffle. Ce jour-là, la famille de mon mari était partie pour son voyage à l'étranger dans une atmosphère joyeuse, emplie de rires et de conversations animées. Et moi, je suis restée dans une immense villa de Neuilly-sur-Seine, froide et sans vie. On m'avait laissée seule pour prendre soin de mon beau-père, Monsieur Dubois, un homme hémiplégique. Avant de partir, ma belle-mère, Catherine, s'est arrêtée sur le seuil et m'a toisé de la tête aux pieds. Puis, d'un ton mesuré, donnant du poids à chaque mot, elle a dit « Occupe-toi bien de ton beau-père et ne t'avise pas d'être négligente. S'il lui arrive quoi que ce soit, n'espère même pas t'en tirer à bon compte. » Mon mari, Roland, se tenait à côté d'elle et n'a pas prononcé un seul mot pour me défendre, se contentant de lancer froidement « Ne crois pas que rester à la maison, c'est des vacances. C'est ta responsabilité. » Sur ce, il a tourné les talons et s'est dirigé vers la voiture en tirant sa valise. Pas une seule fois il ne s'est retourné vers moi. Je suis restée là. Mes mains étaient encore humides d'avoir lavé les serviettes de mon beau-père. Ma gorge s'est nouée. Personne ne m'avait demandé si j'étais fatiguée, si je tenais le coup ou si j'avais besoin d'aide. Pour eux, j'étais comme une ombre. Une créature qui n'existait que pour travailler et accomplir les tâches dont ils ne voulaient pas. Ce soir-là, j'ai changé les pansements de papa Ernest et j'ai fait sa toilette. Alors qu'il restait allongé en silence, comme toujours, ses yeux vides fixés sur le plafond. Il ne pouvait pas parler, émettant seulement de temps en temps de petits sons gutturaux. Je me suis penchée pour ajuster sa couverture et j'ai murmuré doucement « Dormez bien, papa. Je suis là. » Je ne savais pas s'il comprenait, mais je lui parlais par habitude, tandis que la nuit tombait rapidement. Toute l'immense maison était plongée dans un silence angoissant. Pas de bruit, pas de télévision, seulement le bourdonnement régulier du concentrateur d'oxygène et le sifflement du vent dans les interstices des fenêtres. Je me suis allongée sur le long canapé du salon. Je n'osais pas dormir profondément, je ne faisais que somnoler, terrifiée à l'idée qu'il lui arrive quelque chose. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut. J'avais entendu un bruit sourd, comme si quelque chose avait heurté un objet. Je me suis assise d'un bond, le cœur battant à tout rompre. J'ai tendu l'oreille. Le son venait de la chambre de mon beau-père. J'ai sauté du canapé. Mes pieds semblaient ne pas toucher le sol. Ma main tremblait en saisissant la poignée de la porte. J'ai ouvert doucement, et à l'instant où la porte s'est entr'ouverte, le spectacle qui s'est offert à moi m'a coupé le souffle. Papa Ernest était assis dans son lit, pas dans la position avachie habituelle. Il n'était pas allongé et immobile comme ces dernières années. Il était assis bien droit, les 2 mains appuyées sur le bord du lit, les yeux grands ouverts, et il me fixait. J'étais pétrifiée. Mes lèvres tremblaient. « Papa, vous êtes levé ?» Ma voix était si chevrotante que je ne me reconnaissais pas. Il n'a pas répondu tout de suite, se contentant de me regarder. Et ce regard n'était plus le regard vide et fatigué que je voyais chaque jour. Il était clair, vif, et d'une lucidité étrange. Puis, il a lentement levé la main et m'a fait signe de fermer la porte. Ne laisse personne savoir. Un frisson glacial a parcouru tout mon corps. Je me suis retournée vivement. J'ai fermé la porte, puis je me suis approchée lentement du lit. Mon cerveau n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui se passait. Papa Ernest m'a regardé droit dans les yeux. Sa voix était grave. Chaque mot semblait porter le poids des années. Je ne suis pas complètement paralysée. Cette phrase m'a frappée comme un coup de marteau. Je suis restée immobile. Incapable de parler, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. Il a glissé la main sous son oreiller, en a sorti un document épais, soigneusement plié, et me l'a tendu d'une main tremblante. Je l'ai pris, je l'ai déplié, et en lisant les lignes, mon cœur a semblé s'arrêter. C'était un acte de donation, portant sur des biens d'une valeur d'1 million d'euros. J'ai rapidement levé les yeux vers lui, écarquillé. « Papa, ça, il ne m'a pas laissé finir. » Lentement, il a juste dit « Je te donne tout, parce que tu es la seule personne qui me soit vraiment loyale. » Avant même que je puisse reprendre mes esprits, il a continué. Sa voix était rauque, mais d'une froideur effrayante. « Ces gens que tu appelles ton mari et ta belle-mère. Ce sont eux qui, depuis des années, aggravent mon état. » Mes oreilles se sont mises à bourdonner. Je n'entendais plus rien clairement. Le papier tremblait entre mes mains. Mon esprit s'est vidé. L'homme que j'appelais mon mari,
la femme que j'appelais ma belle-mère. Ils avaient fait ça à leur propre père, à son propre mari. Je voulais poser des questions, je voulais nier. Je voulais dire qu'il se trompait sûrement, mais ma gorge était complètement serrée. Aucun son ne pouvait en sortir. À cet instant, je suis restée là, à regarder l'homme en face de moi. L'homme qui, dans mon esprit, avait été faible et impuissant pendant des années, mais qui maintenant était assis bien droit. Ses yeux étaient pleins de lucidité et de douleur. Jamais je n'aurais pensé que ce moment me plongerait dans un secret si terrible que je n'aurais jamais pu imaginer de toute ma vie. Je tenais le papier, sentant mon esprit tournoyer. D'innombrables questions se bousculaient dans ma tête, mais ce qui me paralysait le plus était une autre pensée. Si tout ce que mon beau-père disait était vrai, alors dans quelle sorte de famille avais-je vécu ces dernières années? Je m'appelle Marie Dubois, née Martin. Je suis née dans une famille modeste. Mes parents étaient de simples ouvriers, pas riches, mais ils menaient une vie honnête et respectable. Depuis mon enfance, j'étais habituée à une vie simple. J'ai appris à être patiente et je n'aspirais pas à plus que les autres. Après mes études, j'ai commencé à travailler comme aide-comptable dans une petite entreprise à Paris. Le travail n'avait rien d'extraordinaire. Mon salaire mensuel suffisait à peine à joindre les deux bouts, mais je ressentais une certaine paix. Je vivais seule et n'étais un fardeau pour personne. J'ai rencontré Roland par l'intermédiaire d'une connaissance de ma mère. Ce jour-là, on m'a dit qu'il y avait un jeune homme charmant, de bonne famille, avec un bon travail, qui cherchait une relation sérieuse. Au début, l'idée ne m'attirait pas vraiment. Je ne prévoyais pas de me marier si tôt, mais après quelques rendez-vous, je me suis laissé attendrir. Roland, à l'époque, était très différent de ce que j'ai connu plus tard. Il parlait doucement, dégageait une assurance tranquille et trouvait toujours les mots justes au bon moment. À chaque rencontre, il me demandait si j'avais mangé, si j'étais fatiguée par le travail, ou s'il faisait froid, il m'envoyait un message pour me dire de me couvrir. Ces petites attentions, pour une femme qui n'avait pas encore beaucoup d'expérience de la vie, ont facilement fait fondre mon cœur. Je me souviens encore d'un jour de pluie. Il a attendu plus d'une demi-heure devant mon bureau pour me raccompagner. Il a souri gentiment. J'avais peur qu'il t'arrive un accident si tu rentrais seule. C'est cette gentillesse apparente qui m'a convaincue d'avoir trouvé la bonne personne. Quand il m'a emmenée chez lui pour me présenter à sa famille, j'ai cru encore plus à ma chance. Leur maison était une immense et luxueuse villa à Neuilly. Les meubles semblaient coûteux et choisis avec soin. Mon beau-père, M. Ernest, avait déjà eu un AVC. La plupart du temps, il restait allongé ou assis au même endroit. Il parlait rarement. Son visage avait toujours l'air fatigué. Ma belle-mère, Catherine, m'a accueilli avec un large sourire, me prenant même la main pour me faire entrer. Sa voix était mielleuse. « Tu as l'air d'une fille gentille et travailleuse. Dans cette maison, on ne manque de rien. Sache juste rester à ta place, et tout ira bien. » En entendant cela, à l'époque, j'ai été soulagée. Je pensais que rester à ta place signifiait vivre avec respect, prendre soin de mon mari et de la famille, et honorer les aînés. Jamais je n'aurais pensé que dans les années à venir, ces quelques mots deviendraient des chaînes, m'attachant à toutes sortes de devoirs invisibles qui m'étoufferaient presque. Après le mariage, je me suis définitivement installée chez eux. Mon cœur était rempli de gratitude et de détermination. Je savais que mon statut social était inférieur au leur, alors j'ai décidé d'être parfaite en tout. Je ne voulais pas jeter l'opprobre sur mes parents. Je me levais avant tout le monde, je cuisinais, je faisais le ménage, la lessive, je maintenais tout en ordre. Parfois, après tant de tâches ménagères, mes bras et mes jambes étaient lourds de fatigue. Mais quand Catherine disait « Tu es vraiment une bonne belle-fille », toute ma fatigue s'envolait. Mais cette paix n'a pas duré longtemps. Quelques mois après le mariage, Roland a commencé à changer. Il allait toujours travailler tous les jours. Il dînait toujours à la maison, dormait toujours à mes côtés, mais sa tendresse d'antan a lentement fondu comme la glace. Il parlait rarement. En rentrant, il ne faisait que consulter son téléphone ou regarder la télé, et si je posais une question, il ne répondait que par monosyllabes. Souvent, je l'attendais pour dîner jusqu'à 20 ou 21 heures. Le repas était déjà froid quand il arrivait. Il jetait son manteau sur une chaise et disait froidement « J'ai eu beaucoup de travail, ne pose pas tant de questions. » J'étais triste, mais je me consolais en me disant que les hommes ont beaucoup de responsabilités après le mariage. Il avait sûrement changé à cause de la pression. J'ai enduré. Je pensais que si je faisais un peu plus d'efforts, notre famille irait bien. À partir de ce moment-là, la quasi-totalité des soins de mon beau-père est retombée sur mes épaules. Le nourrir, l'habiller, le laver, lui donner ses médicaments, jusqu'à courir dans sa chambre la nuit chaque fois que j'entendais une toux. Au début,
Je ne considérais pas cela comme un fardeau. Je pensais que, puisqu'il était malade, je devais, en tant que belle-fille, partager les charges. Mais peu à peu, c'est devenu ma responsabilité par défaut. Comme si, dans cette maison, j'étais la seule à avoir le devoir de m'occuper de lui. Une fois, alors que mon corps était complètement épuisé, j'ai demandé à Catherine de me laisser me reposer un après-midi. Son visage s'est immédiatement assombri et elle a répliqué sans pitié. « C'est la seule chose que tu aies à faire, et tu te plains encore? Prends un médicament et retourne travailler. Qui va s'occuper de toi si tu ne le fais pas ?» Ces mots m'ont fait pleurer au lit, mais j'ai gardé le silence. Je me suis dit qu'elle était peu. Être juste stricte. Les belles-mères ne sont-elles pas comme ça? Dans cette maison, c'est mon beau-père qui m'a le plus longtemps laissé perplexe. Il parlait rarement, ne parvenant presque jamais à former des phrases claires et complètes, mais ses yeux étaient toujours tristes. La tristesse d'un homme qui semblait emprisonné dans son propre corps. Souvent, pendant que je le nourrissais, il se contentait de me fixer. Ses lèvres bougeaient, comme s'il voulait dire quelque chose. Une fois, il a soudainement saisi ma main si fort que j'ai eu peur. Je me suis penchée et j'ai demandé « Papa, que voulez-vous? Où avez-vous mal ?» Mais seul un grognement est sorti de sa gorge. Puis il a détourné le visage, et ses yeux ont rougi, comme si quelque chose le rongeait de l'intérieur. À l'époque, je n'ai pas compris. J'ai juste pensé qu'il était malade, seul, et qu'il avait besoin de plus d'attention. C'est pourquoi, même si j'étais épuisée, j'ai toujours essayé de bien m'occuper de lui, parce que je me souciais sincèrement de lui. À l'époque, je croyais encore que tant que l'on vit honnêtement, que l'on traite bien les autres, on finit par recevoir de la gentillesse en retour. Mais je me trompais. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer des choses qui n'étaient pas ordinaires dans cette maison, mais à l'époque, j'étais encore trop naïve, et je me forçais à croire que tout irait bien si je tenais encore un peu. Je me souviens d'un après-midi. Roland travaillait, et je venais de finir de laver les serviettes de mon beau-père quand j'ai entendu Catherine téléphoner à voix basse sur la terrasse arrière. Elle parlait très doucement, du ton que l'on emploie quand on ne veut délibérément pas être entendu. Au début, cela ne m'a pas intéressée, mais en passant devant la porte de la cuisine, j'ai clairement entendu une phrase. « Laisse-la s'occuper du vieux. On fait d'une pierre deux coups. » Je me suis figée. Mon cœur a raté un battement. Je n'ai pas entendu toute la conversation. Je ne savais pas ce que signifiait deux coups, mais je n'ai pas pu chasser cette phrase de mon esprit de toute la journée. Ce n'était pas la façon dont une épouse parle de son propre mari malade, et surtout pas la façon dont une belle-mère parle de sa belle-fille. J'étais confuse, mais je suis restée silencieuse, en partie parce que j'avais peur d'avoir mal compris, et en partie parce que je savais que, dans cette maison, une belle-fille comme moi n'avait pas le droit de poser des questions. À la même époque, Roland a commencé à contrôler l'argent de plus en plus strictement. Après notre mariage, je travaillais encore. Mon salaire n'était pas élevé, mais il suffisait pour mes petites dépenses. Plus tard, comme la plupart de mon temps était consacré aux soins de mon beau-père, j'ai demandé un congé sans solde. À l'époque, j'avais encore mon propre compte d'épargne, mais Roland l'a découvert. Pendant le dîner, il a déclaré d'un ton autoritaire. « À partir de ce mois-ci, c'est moi qui gère tout l'argent de la maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Je l'ai regardé avec un peu d'étonnement. Mais c'est mon salaire et mes économies. Roland ne s'est pas tout de suite mis en colère, il a simplement posé ses couverts et m'a regardé froidement. C'est le mari qui doit gérer l'argent. Si la femme cache de l'argent, ça ne cause que des problèmes. Catherine est immédiatement intervenue. Bien sûr que c'est comme ça. Les hommes savent comment gérer les choses sérieuses. Toi, concentre-toi sur les tâches ménagères. Ces mots m'ont glacée. Je n'ai pas discuté davantage, mais à partir de ce jour, mon ancien salaire, mes économies, et même l'argent reçu pour le mariage de mes parents, c'est Roland qui les a pris sous prétexte de gestion générale. Chaque fois que j'avais besoin de quelque chose pour moi, que ce soit un nouveau vêtement ou une boîte de médicaments contre le rhume, je devais d'abord demander. Une fois, j'avais besoin de produits d'hygiène féminine, et mon portefeuille était complètement vide. Alors j'ai été obligée de le dire à mon mari. Roland a ouvert son portefeuille, m'a jeté un billet de 20 € et a dit froidement « Dépense-le intelligemment ». La douleur à ce moment-là était telle que j'aurais voulu m'enfoncer sous terre de honte. J'ai commencé à comprendre que, dans cette maison, je n'avais pas seulement aucun droit de décision. Je n'avais aucun contrôle sur ma propre vie. J'étais comme quelqu'un qui mendie la pitié des autres. Même si c'était moi qui faisais le plus de travail domestique et de soins. Une fois, après avoir été enfermée dans la maison pendant près de 6 mois,
J'ai rassemblé mon courage et j'ai suggéré à Catherine d'engager une aide-soignante pour mon beau-père quelques heures par jour, afin que je puisse retourner travailler à temps partiel. J'ai formulé ma demande avec prudence. Maman, si quelqu'un pouvait aider pendant la journée, je pourrais retourner travailler. Nous aurions un petit revenu supplémentaire, et cela soulagerait Roland. Je n'avais même pas fini ma phrase. Son visage s'est assombri, et elle m'a aboyé dessus avec colère. Tu veux abandonner ton beau-père à son sort? Le laisser mourir? N'y a-t-il pas assez d'argent dans cette maison pour que tu doives en plus aller travailler? Ou tu en as juste marre de t'en occuper et tu cherches un prétexte pour t'enfuir? Je suis restée assise en silence, ne sachant que répondre. Ce qui me déconcertait le plus, c'est qu'ils me criaient toujours dessus comme si je fuyais mes responsabilités, alors qu'eux-mêmes n'étaient presque jamais à la maison. Catherine allait constamment chez ses amis pour des thés et des réunions. Roland partait tôt et rentrait rarement avant le soir. Le week-end aussi, il était absent du matin jusqu'à tard le soir. Chaque fois que j'avais besoin d'aide, quand papa Ernest était faible, ou s'il avait de la fièvre la nuit, aucun d'eux n'était là. L'immense maison finissait par n'abriter que moi, et le malade alité. Ce genre d'irrationalité a commencé à m'inquiéter. S'ils aiment vraiment papa Ernest, pourquoi le laissent-ils seul si facilement? Si ses soins leur importent tant, pourquoi tout le fardeau repose-t-il sur mes épaules, alors que je n'ai même pas de lien de sang avec lui? Et puis, il s'est passé quelque chose, juste un petit détail, mais c'était comme une épine qui s'est enfoncée profondément dans mon cœur. Ce jour-là, pendant que je lavais papa Ernest, j'ai remarqué par hasard sur son bras une ecchymose sombre qui ressemblait à la marque d'une forte poigne. Je me suis arrêtée et je me suis penchée pour mieux voir. Comment un homme qui est constamment alité pourrait-il avoir une telle ecchymose? J'ai immédiatement demandé « Papa, qu'est-il arrivé à votre bras? Ça fait mal? Quelqu'un vous a frappé ?» Il n'a pas répondu, se contentant de me regarder, et ses yeux se sont soudainement agrandis plus que d'habitude. Je n'avais jamais vu une émotion aussi claire dans les yeux d'un malade. C'était de la peur. Une peur authentique, qui a brillé un instant avant d'être réprimée. Il a détourné le visage et a fermé les yeux, comme s'il ne voulait pas que je continue à poser des questions. Je suis restée longtemps silencieuse. Je tenais toujours la serviette dans ma main, mais mon esprit était en ébullition. L'ecchymose n'était pas venue de nulle part. Ses yeux, à ce moment-là, n'étaient pas ceux d'un homme inconscient. Il était au courant. Il avait peur, et il ne pouvait pas parler. À partir de ce jour, j'ai commencé à être beaucoup plus attentive. Je n'osais pas tirer de conclusion, car je n'avais pas de preuves. Mais avec le temps, je sentais de plus en plus une atmosphère étrange dans la maison, comme si sous la surface de la vie quotidienne, quelque chose pourrissait lentement et secrètement. Pendant ce temps, Roland est devenu de plus en plus dur. Une fois, quand j'ai mentionné que les médicaments de papa Ernest étaient presque épuisés, il m'a immédiatement crié dessus dans le salon. « Tu n'es qu'une personne à charge dans cette maison, n'aie pas d'opinion. » Ce mot a transpercé ma poitrine comme un couteau. Je suis restée immobile, triste et blessée, mais j'ai dû me détourner, ravaler mes larmes et rester silencieuse. Je me consolais en me disant que je devais endurer pour la famille, pour le mariage, que tous les couples ont des moments difficiles, qu'une femme qui vit dans la maison de son mari doit parfois être plus patiente. Mais plus je me rassurais, plus ce sentiment étrange s'enfonçait dans mon cœur, que dans cette maison, jour après jour, les choses allaient dans la mauvaise direction. Et puis les petits événements confus se sont soudainement accélérés, comme un rideau que quelqu'un arrache. Le vrai visage des gens que je croyais être ma famille s'est lentement dévoilé. Au fur et à mesure que les petits incidents s'accumulaient, la famille de mon mari ne se retenait presque plus devant moi. Alors qu'après le mariage, Catherine ne me blessait que par des allusions. Plus tard, elle ne cachait presque plus rien. Elle me jetait des choses à la figure comme si elle parlait à une étrangère. Complètement insensible au fait de me blesser. Je me souviens d'un dîner. Je venais de finir de nourrir papa Ernest, et je me suis dépêchée de descendre à la cuisine pour mettre la table. Mon corps était épuisé, mon dos me faisait mal, mais j'ai dû m'asseoir à table, car Catherine devenait furieuse si sa belle-fille n'était pas présente au repas. À peine avais-je pris ma fourchette que Catherine m'a toisé de la tête aux pieds. Sa voix était froide. « Cette maison te nourrit. C'est bien assez. N'en attends pas plus. » Je me suis figée. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal pour qu'elle me parle ainsi. J'ai simplement ravalé ma salive. Mais je ne demande rien, maman. Elle a fait claquer sa langue, a servi Roland dans son assiette, puis a continué. Tu ne demandes pas, mais tu fais la tête toute la journée. Tu vis dans cette maison, tu manges ici, tu dors ici. Tu ne paies ni l'électricité, ni l'eau. Que veux-tu de plus? Avant que je puisse répondre,
Roland a immédiatement ajouté, comme si de rien n'était. Maman a raison. Reste à ta place et ne crois pas que tu es si importante dans cette maison. Ma main a tremblé. J'étais assise à côté de mon mari, mais l'espace entre nous était comme un large et glacial abîme. Je ne trouvais plus aucune trace d'affection ou de pitié en lui. L'homme qui, autrefois, m'attendait sous la pluie devant mon bureau, pouvait maintenant s'asseoir avec sa mère, jetant du sel sur les plaies de sa femme, sans même sourciller. À partir de ce soir-là, j'ai vécu dans la maison en devant constamment regarder derrière moi. Si le téléphone sonnait, je ne répondais pas tout de suite. Si de vieux amis m'envoyaient un message, j'attendais longtemps avant de répondre. Une fois, ma meilleure amie m'a appelé sans cesse, car elle avait entendu que je ne travaillais plus depuis longtemps et craignait qu'il me soit arrivé quelque chose. Je n'avais même pas décroché que Catherine a surgi d'un coin, a jeté un coup d'œil à l'écran de mon téléphone et a dit d'un ton menaçant « Quelle est cette amie ? Elle appelle toujours à l'heure du dîner. Occupe-toi de la maison et ne t'amuse pas. » J'ai silencieusement mis le téléphone en mode silencieux et l'ai glissé dans ma poche. À partir de ce moment, j'ai coupé presque tous les contacts avec tout le monde. Non pas parce que je le voulais, mais parce que j'étais mortellement fatiguée de devoir me justifier. J'avais honte de ma situation, et j'étais terrifiée. Chaque fois que le téléphone sonnait, j'avais peur que quelqu'un dans la maison remarque ma réaction. Il y avait des jours où je travaillais du petit matin jusqu'à l'aube, naviguant entre la cuisine, les médicaments, les repas, la lessive. Puis je courais dans la chambre de mon beau-père. J'avais visiblement maigri. J'avais des cernes sombres sous les yeux à cause du manque de sommeil. Mais aux yeux de ma belle-mère, tout cela ne signifiait rien. Elle ne regardait que si j'avais tout fait, si j'avais fini assez vite, et si je l'avais fait à son goût. Une fois, alors que je posais une marmite de soupe sur le feu, j'ai été prise d'un vertige terrible. Cela faisait des jours que je ne dormais presque pas normalement et je ne mangeais qu'à la hâte. En me levant, tout est devenu noir. J'ai à peine eu le temps de m'agripper au bord de la cuisinière avant de m'effondrer, et tout est devenu noir. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongée sur le sol froid, la tête lancinante. L'odeur de la soupe brûlée emplissait la pièce. Catherine se tenait devant moi, les bras croisés. Il n'y avait pas la moindre trace d'inquiétude sur son visage, seulement un rictus de mépris. Quelle bonne comédienne! Je l'ai regardée, la gorge sèche. Je voulais dire que j'étais vraiment épuisée, que je m'étais vraiment évanouie, que je ne jouais pas la comédie, mais j'ai vu le vide total d'émotion dans ses yeux, et j'ai réalisé que quoi que je dise, ce serait inutile. Dans cette maison, même si je m'effondrais, si je perdais toutes mes forces, si j'avais mal, je ne serais toujours qu'un fardeau. À ce moment-là, j'ai commencé à comprendre une amère vérité. Je n'étais pas la belle-fille dans cette maison, et encore moins un membre de la famille. J'étais juste une domestique gratuite, là pour faire le travail dur et sale que personne d'autre ne voulait faire. La seule différence, c'est que les domestiques recevaient un salaire. Moi non. Je n'avais droit qu'à des ordres, des regards méprisants et l'étiquette de parasite qu'on me jetait à la figure chaque fois qu'ils voulaient me faire taire. Et puis, un jour, tout a atteint un nouveau niveau. Ce jour-là, pendant que je changeais les vêtements de mon beau-père, j'ai entendu le bruit d'une valise roulant dans le salon. Je suis sortie et j'ai vu Roland et Catherine assis là, en train de trier des vêtements. Des papiers et des passeports étaient éparpillés sur la table. L'ambiance dans la maison était étrangement joyeuse et pressée, complètement différente de l'atmosphère oppressante habituelle. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, Roland a parlé sans lever les yeux de son téléphone. La semaine prochaine, toute la famille part en vacances à l'étranger pour une semaine. Je me suis figée. Toute la famille. Qu'est-ce que tu veux dire? Catherine a levé les yeux et a parlé comme si elle annonçait quelque chose qui avait été décidé depuis longtemps. Roland et moi partons. Les billets sont achetés. L'hôtel est réservé à Dubaï. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes avant de pouvoir demander « Et papa, qu'est-ce qu'on fait de lui ?» Roland a répondu brièvement et sèchement « Tu restes à la maison et tu veilles sur lui. » Je les ai regardés. Je pensais avoir mal entendu. Pourquoi ne m'avait-il pas consulté avant? Une semaine, ce n'est pas court. Alors pourquoi ne le mettons-nous pas dans une maison de retraite? Ou pourquoi n'engageons-nous pas une infirmière qui se relayerait pour veiller sur lui? Ce serait plus sûr. Le ton de Roland a soudainement monté. Il est devenu plus tranchant. Ce n'est pas la peine. Tu es là, à la maison, c'est bien suffisant. Je voulais encore dire quelque chose. Mais en regardant mon mari dans les yeux, j'ai réalisé qu'ils avaient tout décidé bien à l'avance. Ils n'avaient pas demandé ma permission, ils ne se souciaient pas de savoir si j'étais d'accord ou non. Ils m'ont juste communiqué un ordre,
et s'attendaient à ce que j'accepte la tâche comme quelque chose de naturel. Les jours suivants, la maison s'est soudainement animée. Ils ont fait des achats. Ils ont fait leurs valises, téléphoné pour se vanter de leur projet de voyage, et ils ont ri. Et moi, je continuais à trimer comme avant. Je soignais le malade, tout en observant leur excitation pour les vacances. Je n'étais pas jalouse de leur départ. Ce qui me faisait mal, c'était de voir que, à leurs yeux, mon beau-père n'était qu'un lourd fardeau qu'ils me confiaient. Le jour du départ, avant de franchir la porte, Catherine s'est retournée et a pointé son doigt droit sur mon visage. Elle a donné du poids à chaque mot. « Retiens bien ça, s'il lui arrive quoi que ce soit, tu ne t'en tireras pas. » Je suis restée sur le pas de la porte, pendant que Roland tirait sa valise vers la voiture et que Catherine montait en souriant dans le véhicule. Mon cœur était si vide. Je ressentais une étrange fatigue, de l'humiliation, de l'amertume, mais surtout un sentiment difficile à nommer, comme si j'avais été abandonnée dans une maison d'où toute chaleur avait disparu. Et exactement à l'instant où je me suis retournée pour ajuster la couverture de mon beau-père, nos regards se sont croisés. Ce regard était complètement différent d'avant. Il n'y avait pas de fatigue, pas de vide. C'était un regard plein d'une profonde attente, comme s'il avait attendu précisément ce moment. Jamais je n'aurais pensé que leur voyage serait le début de la révélation d'un terrible secret. Mais avant que ce secret n'éclate au grand jour, j'ai dû survivre à quelques jours tendus comme une corde sur le point de rompre. Après le départ de Catherine et Roland, la maison est devenue encore plus spacieuse, mais beaucoup plus froide et effrayante. Tout le travail domestique m'est tombé dessus. Le matin, courir dans la chambre de mon beau-père, vérifier s'il avait de la fièvre, si sa respiration était régulière. Puis descendre à la cuisine pour préparer de la bouillie, préparer les médicaments, laver le linge, faire la toilette de papa Ernest, nettoyer la maison, vérifier les fenêtres et les portes. J'errais seule dans la grande maison. Et souvent, à cause de l'épuisement, je m'adossais au mur pour reprendre mon souffle. Si la journée était ainsi, la nuit, je n'osais presque pas dormir profondément. Le long canapé du salon est devenu mon lit pendant des jours. À peine assoupie, je me réveillais en sursaut, à l'écoute du moindre bruit venant de la chambre de mon beau-père. S'il toussait ou bougeait un peu plus fort, je sautais immédiatement du canapé et je courais. Je ne sais pas si c'était par réelle inquiétude ou à cause de la peur qui commençait à m'envahir. Ce sentiment a commencé le jour où tout le monde est parti, et il n'a fait que grandir de jour en jour. J'avais toujours l'impression que quelque chose n'allait pas dans cette maison, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Et puis, le troisième jour, ce que je craignais le plus a commencé à se manifester. Ce matin-là, comme toujours, j'ai sorti les médicaments de mon beau-père pour les préparer. Je faisais cela tous les jours, donc je connaissais par cœur chaque comprimé, leur couleur, leur quantité. Mais en ouvrant la boîte à médicaments, je me suis arrêtée. Dans le compartiment du matin, 2 comprimés blancs me semblaient étranges. À première vue, ils ressemblaient aux anciens, mais leur taille était légèrement différente et leur couleur un peu plus terne. J'ai froncé les sourcils. J'ai pris un des comprimés. Je l'ai examiné attentivement, et mon cœur a fait un bond quand j'ai vu les lettres gravées sur le côté. Elles ne correspondaient pas à l'ordonnance du médecin. J'ai immédiatement sorti l'ancienne ordonnance et j'ai comparé. En regardant, ma main tremblait de plus en plus. Le nom du médicament était presque le même. Mais la concentration du principe actif différait, et la posologie avait également été modifiée. À cet instant, ma tête s'est mise à tourner. J'ai examiné toute la trousse à pharmacie, et j'ai réalisé que ce n'était pas un seul type de médicament qui avait été remplacé, mais 2. Ce n'était pas une erreur accidentelle. Cela avait été fait avec soin. Si on n'y prêtait pas une attention très particulière, on ne le remarquait même pas. Pendant plusieurs minutes, je suis restée assise, tremblante, les comprimés à la main, tandis que mon cœur battait à tout rompre. Qui les avait remplacés? Quand et pourquoi? J'ai immédiatement appelé Roland. Il a mis du temps à répondre. Et quand il a parlé, sa voix trahissait une irritation évidente, comme si je l'avais dérangé en plein milieu d'une activité agréable. Je n'avais même pas fini ma phrase. J'ai juste dit « Roland, j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans les médicaments de papa. » Il m'a immédiatement crié dessus. « N'imagine pas des choses? Tu n'as rien de mieux à faire que de penser au mal ?» J'ai essayé de garder mon calme. J'ai dit plus clairement « Je n'imagine rien. J'ai comparé avec l'ordonnance, et la posologie a vraiment changé. J'ai peur que ce soit dangereux pour lui de les prendre. » Roland m'a immédiatement coupé la parole. « Fais ce qui est sur l'ordonnance et ne joue pas au médecin avec moi. » Ce n'était pas fini. Plus tard, Catherine a appelé aussi. Roland lui avait sûrement raconté ce qui s'était passé. Sa voix sifflait à mon oreille.
Fais juste ce qu'on te dit. Ne fais pas l'intelligente. Tu es seule à la maison depuis quelques jours et tu crois tout savoir. Le médicament a été prescrit par le médecin. Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai mordu ma lèvre avec force. Si cela s'était produit plus tôt, j'aurais pu être cru qu'ils étaient simplement négligents, qu'ils avaient le cœur froid, mais à cet instant une peur très réelle a pris forme dans mon cœur. J'ai envisagé la possibilité la plus effrayante. Ils aggravent délibérément l'état de leur propre père, de son propre mari. Quand cette pensée m'est venue, j'ai immédiatement voulu la chasser, car elle était trop cruelle, trop incroyable. Quel enfant ferait une chose pareille à son propre père? Mais je me suis alors souvenu de ce que Catherine avait dit. On fait d'une pierre deux coups. Je me suis souvenu du regard terrifié de mon beau-père. Je me suis souvenu de la facilité avec laquelle il l'avait laissé seul pour aller s'amuser. Au fur et à mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, je tremblais de plus en plus. À partir de ce jour, je n'ai plus donné ces médicaments à papa Ernest. J'ai soigneusement caché chaque comprimé, je les ai photographiés, et j'ai vérifié attentivement sur la base de l'ancienne ordonnance. J'ai temporairement caché les médicaments suspects, ne gardant que ceux qui étaient sûrs et fiables. À l'intérieur, tout se bousculait, mais à l'extérieur, je devais faire comme si tout était en ordre. Et puis, la nuit suivante, ce que je craignais le plus est arrivé. Il était environ 21 heures. Je venais de finir de nourrir papa Ernest avec un demi-bol de soupe, quand sa main s'est mise à trembler violemment. Au début, j'ai cru qu'il était fatigué, alors j'ai mis l'assiette de côté pour qu'il puisse se reposer. Mais quelques secondes plus tard, son visage est devenu blême. Ses lèvres tremblaient, et tout son corps s'est contracté. La cuillère est tombée sur le sol avec un cliquetis. « Papa, papa !» J'ai sauté sur lui et je l'ai maintenu. Il avait de légères convulsions, mais pour un homme aussi faible que lui, c'était suffisant pour me faire une peur bleue. Mes mains et mes jambes tremblaient si fort que j'avais du mal à me contrôler, mais j'ai essayé de me souvenir de ce qu'on m'avait appris. J'ai tourné sa tête sur le côté, j'ai desserré son col, j'ai maintenu son corps pour qu'il ne se blesse pas. J'ai fait tout cela tandis que mes larmes coulaient de manière incontrôlable. La crise n'a pas duré très longtemps. Mais pour moi, à ce moment-là, chaque seconde semblait durer 1 heure. Alors que son corps se détendait lentement, sa respiration était encore rapide et faible. Je me suis presque effondrée à genoux à côté du lit. Je lui ai pris les épaules. Mes larmes coulaient sans cesse. Toute la peine, la peur et le désespoir qui s'étaient accumulés ces derniers jours ont soudainement éclaté. « Papa, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je ne sais plus. » Il ne pouvait pas parler. Mais il m'a regardé très longtemps. Je n'oublierai jamais ce regard. Il y avait de la douleur, de la fatigue, mais aussi une gratitude qui m'a frappée en plein cœur, comme si, pour la première fois dans cette maison, il y avait quelqu'un qui se souciait vraiment de savoir s'il vivait ou mourait. Puis il a lentement levé la main pour prendre la mienne. Cette poigne était si forte, je ne m'y attendais pas de la part d'un corps malade. J'ai levé la tête et j'ai regardé dans ses yeux rougis. Il n'a pas lâché ma main pendant longtemps, comme s'il luttait mentalement avec une décision capitale. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'étais assise dans le salon. Je n'ai pas quitté des yeux la porte de la chambre de mon beau-père. J'avais un étrange pressentiment, très oppressant et très clair, comme si après cette nuit, quelque chose allait changer de manière irréversible. Et au milieu de la nuit, alors que la maison était enveloppée d'un silence épais, j'ai soudainement entendu un bruit venant de sa chambre. À cet instant, j'ai franchi la limite de la tolérance, et je suis entrée dans une bataille d'où il n'y avait plus de retour possible. Je suis entrée dans la chambre, et j'ai vu mon beau-père assis bien droit dans le lit, les mains toujours posées sur le bord de la couverture. Ses yeux brillaient clairement dans la faible lumière de la lampe de chevet. Tout mon corps s'est pétrifié. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. L'homme qui, pendant des années, n'avait fait que rester immobile dans son lit, était maintenant capable de s'asseoir seul et de me parler avec un esprit clair. Tandis que je restais là, abasourdi, il m'a doucement tiré la main, et sa voix était grave, mais ferme. « Écoute-moi, ma fille. Nous n'avons pas beaucoup de temps. » Cette phrase m'a comme sortie de mon état de choc. J'ai immédiatement tiré une chaise et je me suis assise à côté du lit. Mon cœur battait si fort qu'il était sur le point de sortir de ma poitrine. Il a pris une profonde inspiration, puis m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'était plus le regard d'un homme impuissant et malade. C'était le regard d'un homme qui avait trop longtemps enduré, trop longtemps été maltraité, et qui était maintenant obligé de tout dire. Il m'a fait signe de lui donner le verre d'eau à côté de son oreiller. Il a bu une gorgée, puis a parlé d'une voix rauque mais claire. « Papa n'est pas complètement paralysé.
Il y a des années, ma propre femme et mon fils ont commencé à me droguer. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Cette phrase était trop choquante. Je suis restée là, à le regarder en silence. Mes mains et mes pieds étaient glacés. Il a continué lentement. Chaque mot était clair, mais lourd. Au début, papa pensait qu'il avait vraiment eu un autre AVC, car mon corps s'affaiblissait progressivement. J'avais des fourmillements dans les mains et les pieds. Mon esprit était embrumé, mais avec le temps, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Les vagues d'épuisement n'étaient pas comme celles d'une maladie naturelle. Parfois, quand ça allait mieux et que je semblais me rétablir, je frôlais à nouveau la mort juste après avoir pris les médicaments. D'une voix tremblante, j'ai demandé « mais pourquoi feraient-ils ça à leur propre père ?» La question m'a échappé, tandis que mon nez me brûlait à force de retenir mes larmes. Je ne pouvais pas comprendre comment une femme et un fils pouvaient être aussi cruels. Papa Ernest a esquissé un léger sourire, mais ce sourire était plus douloureux que des larmes. Pour l'argent, pour ses biens, pour ce million d'euros, et même plus. Il a faiblement pointé du menton le papier que je tenais dans ma main. J'ai baissé les yeux et j'ai réexaminé l'acte de donation de plusieurs pages que je serrais si fort que je l'avais presque froissé. Il a expliqué que cette somme, que Catherine et Roland connaissaient précisément, était ce qui mettait leur patience le plus à l'épreuve. Mais ce qui les rendait vraiment fous, c'était la plus grande partie de la fortune. Quelques terrains, d'anciennes parts d'entreprise et de nombreux documents importants. Il n'avait encore rien transféré à personne. Tant qu'il est en vie, tant qu'il a l'esprit clair, il n'ose pas agir. En entendant cela, tous les poils de mon corps se sont hérissés en pensant que sous le masque superficiel de la vie quotidienne se cachait une conspiration qu'ils tissaient depuis longtemps. Je me suis souvenu de chacun de leurs regards, de chacun de leurs mots, de chaque fois où ils ont retenu un médicament, de chaque fois où ils l'ont laissé seul pour ensuite revenir et me blâmer. Tout cela s'est soudainement assemblé en une série terrifiante. Il a raconté que, depuis qu'il avait compris qu'on l'empoisonnait, il avait été obligé de faire semblant. Au début, il s'était rebellé. Il avait même voulu parler, mais plus il luttait, plus les médicaments devenaient puissants, plus son corps s'affaiblissait. Une fois, il a essayé de saisir la main de Roland pour l'implorer. Cette nuit-là, il a reçu une dose qui l'a paralysé pendant 2 jours. Après cela, il a compris que s'il révélait qu'il connaissait la vérité, il ne verrait peu, être pas le lendemain. Alors il a fait comme s'il ne savait rien, comme un corps qui attend que d'autres décident de son sort. J'étais assise là et j'écoutais, tandis que mes larmes coulaient sans que je m'en aperçoive. Alors c'est pour ça que j'ai souvent soupçonné que son regard était étrange, qu'il voulait dire quelque chose mais se retenait. C'est pour ça qu'il me serrait la main si fort si souvent, les yeux rougis, mais sans un mot. Non pas parce qu'il ne voulait pas parler, mais parce qu'il ne le pouvait pas. Parce que dans cette maison, s'il montrait qu'il avait l'esprit clair, il risquait de ne pas survivre. Puis il m'a regardé droit dans les yeux, et sa voix est devenue encore plus grave. Leur voyage n'est pas un hasard. Ils sont partis pour laisser le champ libre, pour que tu restes seul, pour que s'il m'arrive quelque chose, ils puissent facilement te le mettre sur le dos. C'est comme si on m'avait versé un seau d'eau glacée sur la tête. J'ai tressailli. Ça veut dire, papa, il prévoit de vous tuer? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a simplement hoché légèrement la tête, mais ses yeux sont devenus encore plus froids. Pas seulement moi. Il s'est arrêté un instant, puis a continué. Si tu te mets sur leur chemin, tu ne seras pas en sécurité non plus. En entendant cela, mes mains et mes pieds se sont affaiblis. Je me suis soudain souvenu du médicament remplacé, des convulsions du soir, de la façon dont Roland avait hurlé au téléphone quand j'avais découvert l'anomalie. Mon pressentiment ne m'avait pas trompé. Je n'avais pas exagéré les choses. Je vis dans une maison où la vie humaine est mesurée aussi froidement qu'un chiffre. Avant même que je puisse me reprendre, papa Ernest a commencé à fouiller lentement. Il a glissé la main entre les épais matelas et en a sorti une petite clé USB noire. Il l'a mise dans ma paume. Sa voix était très basse. Là, dedans, il y a l'épreuve. J'ai tout enregistré. J'ai brusquement levé les yeux vers lui. Il a expliqué qu'il avait demandé à une vieille connaissance de confiance d'installer secrètement quelques appareils, des enregistreurs audio et des caméras cachées. Depuis un bon moment déjà. Il n'enregistrait pas toujours quelque chose, mais c'était suffisant pour prouver que certaines choses n'étaient pas un hasard. Avant de lâcher ma main, il a doucement serré mes doigts et a prononcé la dernière phrase que je n'oublierai jamais. Ne fais confiance à personne, même pas à ceux qui semblent ne représenter aucun danger. Je suis restée immobile sur la chaise. La clé USB était aussi lourde dans ma main qu'une pierre. Dans la chambre, nous n'étions toujours que nous deux. La lumière de la lampe de chevet était toujours faible.
mais je sentais que tout avait complètement changé autour de moi. Je n'étais plus la belle fille silencieuse qui endure. J'avais été entraînée de force dans une véritable bataille, où un seul faux pas pouvait me coûter la vie. J'ai serré la clé USB si fort que le bout de mes doigts s'est engourdi avant que je ne reprenne mes esprits. Papa Ernest avait déjà repris sa position ancienne et impuissante, comme si l'homme qui venait de dire des choses si effrayantes n'était pas lui. Mais à partir de cette nuit, je savais que je ne regarderais plus jamais cette maison comme avant. Ce n'était plus un foyer. C'était un piège, qui n'attendait que moi pour y tomber. J'ai emporté la clé USB dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé, et ce n'est qu'alors que je l'ai insérée dans mon vieil ordinateur portable, que j'utilisais pour mes notes ménagères. Ma main tremblait tellement que j'ai à peine trouvé le port. L'écran s'est allumé, et un dossier est apparu. J'ai cliqué pour l'ouvrir, et dès que le premier enregistrement a commencé, tout mon corps s'est figé. C'était la voix de Catherine, inimitable, la même voix aigre et perçante. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour me jeter des insultes au visage devant les autres, mais la voix de quelqu'un qui planifie clairement chaque étape. Elle disait « Laisse-la s'occuper du vieux, et quand tout sera fini, on la mettra à la porte. » En entendant cela, un frisson m'a parcouru l'échine. Je suis restée immobile. Mon regard était fixé sur l'écran. Même sur cette partie, on ne voyait pas de visage, seulement la voix. La deuxième partie a fait trembler ma main encore plus. C'était maintenant la voix de Roland, plus grave, plus calme, mais chaque mot a transpercé mes oreilles comme un couteau. S'il meurt plus tôt que prévu, tant mieux, ça fera moins de problèmes. En entendant cela, mes mains ont tremblé sur le bureau. J'avais déjà eu mal quand il m'avait froidement abandonné. J'avais honte que ma belle-mère me déteste. Mais tout cela n'était rien comparé au sentiment que j'éprouvais maintenant. L'homme qui partageait mon lit, l'homme que tout le monde appelait un bon fils, était capable de prononcer cette phrase sur son propre père, comme s'il parlait de la météo. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise ainsi, mais en écoutant, mon cœur battait de plus en plus fort. Une sueur froide coulait sur ma nuque. Sur les enregistrements suivants, on entendait aussi des bruits de mouvement. Il y avait aussi des images floues, prises depuis un coin de la pièce. Juste assez pour que je voie Catherine et Roland, se cachant et chuchotant à plusieurs reprises dans le couloir. Ils parlaient de documents, de fortune, de médicaments. Tout n'était pas clair, mais en assemblant les pièces, il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Ils préparaient cela depuis longtemps. C'était devenu un plan. Ce n'était plus juste une pensée soudaine. Juste au moment où le plus grand chaos régnait dans ma tête, le téléphone a soudainement vibré sur la table, me faisant sursauter. Sur l'écran, 2 mots. Appel de Roland. Ce n'était pas un appel normal, mais un appel vidéo. Mon cœur s'est serré. Pendant quelques secondes, j'ai juste fixé l'écran. Ma main était glaciale. J'ai finalement dû prendre une profonde inspiration et j'ai appuyé sur le bouton pour accepter. Le visage de Roland est apparu à l'écran. Derrière lui, les lumières jaunes d'un élégant hôtel de Dubaï. Il souriait. C'était un sourire que quelqu'un de l'extérieur trouverait ordinaire. Mais moi, maintenant, je n'y voyais rien d'autre que de la trahison. Il a immédiatement demandé « Tout va bien à la maison ? Comment va papa ?» Sa voix était calme, comme s'il s'inquiétait même. Si j'avais été mon ancien moi de quelques mois auparavant, j'aurais être même été heureuse, mais maintenant, chaque question que j'entendais était comme un interrogatoire. Je me suis forcée à garder une expression aussi normale que possible. Tout va bien. Il m'a longuement fixée à travers l'écran. Ce regard rendait ma respiration difficile. Ce n'était plus le regard d'un mari qui s'enquiert de sa femme. C'était le regard d'un homme qui essaie d'évaluer ce que l'autre sait déjà. Puis, ses lèvres souriaient toujours, mais ses yeux sont soudainement devenus glaciales. Il a dit lentement « Retiens bien ça, ne fais aucune bêtise !» Je me suis figée. Cette phrase n'était pas juste une remarque en l'air. Il n'y allait pas par 4 chemins. C'était un avertissement emballé dans un ton calme. Je serrais le téléphone si fort que ma main me faisait presque mal. Je me suis retenue pour ne montrer aucune réaction. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Roland a simplement esquissé un léger mouvement du coin de la bouche. « Rien. Je n'aime juste pas que quelqu'un se mêle des affaires de notre famille. » Sur ce, il a raccroché. L'écran est devenu noir, mais je suis restée assise là longtemps, comme si on m'avait passé une lame froide sur la gorge. Cette nuit-là, je me suis déplacée encore plus prudemment. J'ai vérifié la porte d'entrée, les fenêtres, la porte arrière. Puis j'ai fait un tour de la maison avant d'entrer dans la chambre de mon beau-père. En passant devant la cuisine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La porte arrière. Je savais que je l'avais fermée à clé plus tôt, mais maintenant elle était entr'ouverte. Pas beaucoup,
mais juste assez pour que l'air entre et que le fin rideau flotte dans l'obscurité. Je me suis arrêtée au milieu de la cuisine, le cœur battant à la chamade. Je me souvenais clairement de l'avoir fermée l'après-midi et même d'avoir tiré la poignée pour m'en assurer. Il était impossible qu'elle s'ouvre toute seule. Je me suis approchée lentement. J'ai examiné attentivement le sol près de la porte et j'ai vu une légère trace de boue, très légère, mais suffisante pour savoir que quelqu'un était passé par là. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Alors que je pensais être seule dans la maison, quelqu'un était entré, ou du moins avait essayé d'entrer. Je suis immédiatement allée à l'armoire à pharmacie pour vérifier. Le tiroir du haut était intact, mais dans le coin le plus reculé, derrière quelques boîtes, il y avait un petit flacon de médicaments bruns que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'était pas à sa place habituelle, et ce n'était pas non plus le type de médicament que j'avais utilisé ces derniers jours. Je l'ai pris et j'ai lu l'étiquette. Mon cœur a semblé tomber dans un abîme. Ce n'était pas un relaxant musculaire ni un antipyrétique. C'était un sédatif puissant, une dose énorme. Je ne me souvenais pas qu'il y en ait jamais eu dans cette maison. À cet instant, je n'avais plus aucun doute. Le plan était préparé de longue date. Ils ne sont pas là, mais leurs mains atteignent encore tous les recoins de cette maison. Ça pouvait être une ancienne femme de ménage, un médecin complice, n'importe qui de leur côté. Mais il était clair que papa Ernest et moi n'étions pas en sécurité, comme j'avais voulu me le faire croire. J'ai pris le flacon et je suis entrée en courant dans la chambre de mon beau-père. Dès que j'ai fermé la porte, je me suis penchée et j'ai dit le plus doucement possible « Papa !» Ils ont commencé. Papa Ernest était allongé les yeux fermés, mais dès qu'il a entendu cela, il a immédiatement ouvert les yeux. Je lui ai donné le flacon. Je lui ai rapidement raconté l'histoire de la porte ouverte et de l'appel de Roland. Il a regardé le flacon, puis m'a regardé. Il n'était ni surpris, ni étonné. Au contraire, un sourire très froid s'est dessiné au coin de ses lèvres. Il a dit avec un calme effrayant « Bien, maintenant c'est ton tour. » Je l'ai regardé et je me suis soudain figée. Depuis que j'étais sa belle-fille, pour la première fois, je ne voyais pas en lui un malade qui attend que les autres s'occupent de lui. L'homme dans le lit, avec ses yeux froids et lucides et sa voix d'acier. Il était comme quelqu'un qui avait planifié depuis longtemps, enduré depuis longtemps, et qui attendait maintenant le moment propice pour renverser la partie. Et moi, j'étais assise à côté de lui. Dans la chambre silencieuse, je ne savais qu'une chose clairement. Désormais, chaque faux pas pouvait me coûter la vie. Cette nuit-là, alors que je tremblais encore de peur, j'ai regardé mon beau-père et nous avons discuté du premier plan. Il a dit « Tu dois faire comme si tu ne savais rien et tu dois t'occuper de lui comme avant. Prends les comprimés qu'ils ont préparés. Laisse tout se passer comme d'habitude. Une seule chose change. En secret, tu remplaceras les comprimés suspects par les anciens, que tu as cachés. » En entendant cela, ma gorge s'est nouée. Ma main, qui tenait le flacon, tremblait tellement que j'ai failli le laisser tomber. Je me suis figée, j'avais peur de le faire. C'était la vérité. Toute ma vie, je n'avais été habituée qu'à endurer, à souffrir, à accepter. Je n'avais jamais été dans un jeu où un seul faux pas pouvait tout ruiner. Papa Ernest a continué à me regarder. Ses yeux ne se sont pas adoucis. Mais il y avait en eux une lucidité qui m'a réveillée. « Si tu ne le fais pas, tu seras la prochaine qu'ils élimineront. » Cette phrase m'a glacé le sang. Il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai regardé le lit. J'ai regardé l'homme que sa propre femme et son fils avaient forcé pendant des années à rester allongé comme un arbre mort. Puis j'ai regardé le flacon de médicaments dans ma main. Finalement, j'ai mordu ma lèvre et j'ai hoché la tête. Le lendemain matin, j'ai commencé à faire comme il l'avait dit. De l'extérieur, rien n'a changé. J'ai préparé les médicaments avec le même soin. Je les ai mis sur le plateau. Comme toujours. Je me suis même montrée fatiguée et inquiète. Mais en entrant dans la chambre, j'ai secrètement remplacé les comprimés suspects par les anciens que j'avais cachés. Chacun de mes mouvements était très lent. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Un seul regard de travers, un seul mouvement étrange, et j'aurais pu être démasquée immédiatement. Toute la journée s'est déroulée dans une atmosphère de tension. Je n'osais pas respirer fort, je n'osais pas laisser la porte entr'ouverte. Surtout, je n'osais pas m'éloigner trop longtemps de la chambre de mon beau-père. Chaque fois que le téléphone vibrait, je sursautais. Chaque fois que j'entendais un bruit de l'extérieur, je pensais que c'était eux, qu'ils étaient de retour. Je commençais à comprendre ce que signifiait vivre comme si on était constamment surveillé, même si on ne voit pas le visage de l'observateur. La nuit suivante, la peur est devenue réalité. Il était environ 2h30 du matin. Je ne m'étais pas complètement allongée sur le canapé,
J'avais délibérément rapproché mon couchage du couloir menant à la chambre de mon beau-père. Dans la maison, je n'avais laissé qu'une petite lampe de chevet jaune allumée, juste assez pour voir si quelqu'un se déplaçait. Je me suis couverte et j'ai fait semblant de dormir. Mais en réalité, mon esprit était aux aguets du moindre bruit. Et puis j'ai entendu un son, très faible, très prudent. Si je n'avais pas retenu ma respiration pour écouter, je ne l'aurais pu être même pas remarqué. La porte arrière se refermait doucement. Mon cœur battait à la chamade. Une sueur froide a recouvert ma nuque tandis que je restais immobile. Je ne regardais que par une toute petite fente. Au bout du couloir, une ombre noire a filé rapidement. La personne marchait très doucement. Il était clair que ce n'était pas un cambrioleur ordinaire qui tombait là par hasard. C'était quelqu'un qui savait très bien comment se déplacer dans cette maison. L'ombre s'est arrêtée quelques secondes devant la chambre de mon beau-père, puis a doucement ouvert la porte et est entrée. Mon corps s'est raidi sur le canapé. Mon cœur battait si fort qu'il était sur le point de lâcher. J'ai soudainement voulu sauter, mais je me suis souvenu de ce que mon beau-père avait dit. N'attire pas l'attention sur toi. Ils doivent croire que tu ne sais encore rien. Alors je suis restée immobile. Mes deux mains étaient fermement cachées sous la couverture jusqu'à ce qu'elles s'engourdissent. La porte de la chambre n'était qu'entr'ouverte, puis elle s'est refermée de l'intérieur. Silence total. C'est ce silence qui était vraiment effrayant. Je ne savais pas ce que la personne faisait à l'intérieur. Combien de temps est-elle restée là? A-t-elle touché papa Ernest? Chaque seconde semblait une éternité. Quelques minutes plus tard, la porte s'est rouverte. L'ombre est sortie et s'est rapidement dirigée vers le couloir derrière la cuisine. Un peu plus tard, j'ai de nouveau entendu le bruit doux de la porte qui se ferme. Ce n'est que lorsque tout bruit a cessé que j'ai osé me redresser brusquement. Mes jambes étaient si faibles qu'elles pouvaient à peine me porter, mais je suis quand même entrée en courant dans la chambre de mon beau-père. Il était allongé, immobile, les yeux fermés, comme s'il dormait. J'ai immédiatement fermé la porte et je me suis agenouillée à côté du lit. Ma voix tremblait. « Papa, vous allez bien, papa ?» Il a presque immédiatement ouvert les yeux. Son regard était clair, mais froid. Il a simplement secoué légèrement la tête, puis m'a fait signe de me taire. Je n'ai pas posé d'autres questions. L'aube approchait, et quand il a été sûr que la personne ne reviendrait pas, il a complètement ouvert les yeux et a parlé très doucement. Il vérifiait si le médicament faisait effet. En entendant cela, j'ai eu l'impression que mes jambes se dérobaient sous moi. L'homme qui s'était introduit en secret la nuit dernière n'était pas venu pour voler, ni pour menacer. Il était venu pour voir si le malade s'affaiblissait comme il le voulait. À cet instant, j'ai vraiment compris à quel point le danger était grand, dépassant toutes mes précédentes imaginations. Ce n'était plus une simple querelle de famille, ni une simple dispute. C'était un véritable piège, construit par un plan sans cœur et la cupidité, où la vie humaine est mesurée aussi froidement qu'un chiffre. Et cette nuit-là, quelque chose a changé en moi aussi. Je ne me sentais plus comme quelqu'un qui est simplement opprimé. Si je continuais à avoir peur, je ne serais qu'une victime attendant d'être dévorée. Je suis restée longtemps assise à côté du lit de mon beau-père, puis j'ai pris mon téléphone. Pour la première fois, c'est moi qui ai décidé d'appeler Roland. À l'autre bout du fil, il a répondu rapidement. Sa voix semblait normale. « Qu'y a-t-il » J'ai essayé de garder ma voix calme, bien que mes paumes soient moites. « Roland, papa s'est beaucoup affaibli. » Après avoir dit cela, j'ai retenu ma respiration et j'ai attendu sa réaction. À l'autre bout, il y a eu quelques secondes de silence, puis Roland a laissé échapper un petit rire. Un rire léger, mais suffisant pour me glacer le sang. Il n'a dit que 3 mots. « Ah, donc. Bien. Aucune autre question. Aucune surprise, aucun avertissement. » Cet homme ne considérait plus son père comme un être humain. Dans sa tête, une seule chose comptait. Papa Ernest s'affaiblit. Cela signifie que son plan se déroule bien. Il a raccroché, et je suis restée longtemps immobile. Mais curieusement, mes larmes ne coulaient plus. Être parce que quand une personne est trop blessée, elle ne peut plus pleurer aussi facilement. J'ai regardé l'écran noir du téléphone, puis mon beau-père, qui gisait immobile sur le lit, et dans un moment de grande clarté, j'ai réalisé que j'avais changé. Je n'étais plus l'ancienne Marie Martin, qui ne savait qu'endurer et souffrir. À partir de ce moment, j'ai commencé à jouer la comédie. Je leur ai fait croire que j'étais toujours cette belle fille obéissante, cette femme faible qui ne savait encore rien, à part la cuisine et les médicaments. Je pensais que je ne faisais que jouer la comédie, mais je n'aurais jamais imaginé que ce rôle accélérerait la révélation de leur vrai visage. À partir de cet appel, Roland a commencé à m'appeler avec une fréquence étrange. Auparavant, il y avait des jours où je ne recevais aucun message,
Mais maintenant, un appel le matin, un appel à midi, un appel le soir. Parfois directement, parfois de manière détournée, comme s'il avait peur que je découvre son véritable objectif. À chaque appel, je devais constamment me rappeler de garder ma voix fatiguée et confuse, projetant l'image d'une femme qui fait face seule à une grave crise. Lors d'un appel, Roland a immédiatement demandé « Comment va papa aujourd'hui ?» J'ai répondu doucement. Encore plus faible, il a moins mangé qu'hier. À l'autre bout, il y a eu un court silence. Puis il a encore demandé « A-t-il de la fièvre? A-t-il dit quelque chose ?» J'ai mordu ma lèvre, ravalant mon dégoût, et j'ai répondu comme il voulait l'entendre. Papa est très fatigué, il n'ouvre presque plus les yeux. Plus la situation était mauvaise selon mes rapports, plus les appels de Roland et Catherine devenaient fréquents. Il ne savait pas qu'avec chaque question, il ne faisait que se démasquer davantage à mes yeux. De l'extérieur, n'importe qui aurait pu penser qu'ils étaient un fils et une épouse inquiets pour leur père malade. Seul moi savais que derrière les questions se cachait la nervosité de personnes qui vérifiaient si leur plan se déroulait comme prévu ou non. Cet après-midi-là, pendant que mon beau-père dormait, je suis retournée à l'ordinateur portable et j'ai ouvert les dossiers restants sur la clé USB. Auparavant, je n'avais eu la force d'en écouter qu'une petite partie, puis j'avais immédiatement fermé, mais maintenant je savais que je ne pouvais pas avoir peur toute ma vie. Je devais tout écouter, tout voir, pour savoir dans quel abîme je vivais. J'ai cliqué sur un autre fichier audio. Le nom du fichier était une série de chiffres, probablement une date. J'ai cliqué, et au début, on n'entendait que des bruits de portes qui s'ouvrent et de verres qui tintent. Puis une voix d'homme s'est fait entendre. Elle était si familière que j'ai failli m'évanouir. Je me suis redressée d'un bond. C'était la voix du docteur Lemoine. L'homme qui, depuis des années, venait régulièrement à la maison, parlait toujours calmement. C'était un homme aux cheveux grisonnants, au visage paisible, que je croyais vraiment au service des autres. Parfois, il se tournait même vers moi et disait gentiment « C'est vraiment difficile de s'occuper d'un malade chronique. Prenez soin de vous aussi, Marie. » C'est pourquoi, en entendant sa voix sur cet enregistrement, je n'en croyais pas mes oreilles. La voix de Catherine s'est fait entendre, très doucement. L'ancienne dose ne suffit plus. Il est plus lucide que je ne le pensais. La réponse du docteur Lemoine était d'une indifférence effrayante. Si vous voulez qu'il s'affaiblisse lentement, il faut augmenter la dose. Mais de manière à ce que ce ne soit pas flagrant. Je vais le remplacer par un autre type, qui a un effet plus lent, plus facile à contrôler. Puis la voix de Roland s'est jointe, encore plus grave et plus froide. Il ne faut juste pas que quelqu'un se doute de quelque chose, surtout pas Marie. Elle l'observe de trop près ces derniers temps. Je me suis figée, ma vision s'est brouillée. Mes yeux étaient rivés sur l'écran, mais c'était comme s'il y avait une vitre brisée devant moi. J'ai dit à voix haute, sans savoir à qui je posais la question, « Ce n'est pas possible. Ils ont même acheté le médecin. » La question m'a échappé, et j'ai moi-même senti à quel point elle était amère. Le médecin, qui aurait dû aider papa Ernest à rester en vie, était devenu le complice de sa famille pour lui ôter la vie, doucement, proprement. J'ai pris la clé USB et je suis allée directement dans la chambre. Quand papa Ernest a vu mon visage pâle, il a immédiatement ouvert les yeux. Je me suis assise et je lui ai fait écouter l'enregistrement pour qu'il l'entende aussi. Il a tout écouté sans aucune réaction particulière. Il a simplement hoché la tête quand je lui ai demandé d'une voix tremblante. « Papa. Papa? Vous saviez aussi pour le docteur Lemoine ?» Il a répondu très doucement. « Ils ne font rien sans préparation. » Après avoir dit cela, il s'est tourné et a fixé le plafond. La phrase était légère, mais son poids était presque insupportable. C'est là que j'ai vraiment compris. Ce n'était pas l'explosion soudaine d'une cupidité passagère. Ce n'était pas une belle-mère méchante et un mari insensible qui étaient devenus ainsi par frustration. C'était une conspiration soigneusement et systématiquement construite depuis longtemps. Quelqu'un a remplacé les médicaments, quelqu'un a surveillé, et un médecin a établi les diagnostics qu'il voulait. Chaque pièce a été mise en place avec détermination. Et moi, la belle fille obéissante qui ne savait que baisser la tête, je suis tombée par hasard dans ce piège. Un après-midi, alors que je venais de rentrer le linge sec de la cour, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. J'ai essuyé mes mains sur ma robe et j'ai ouvert le message. Il n'y avait qu'une seule ligne. « Reste tranquille si tu ne veux pas avoir de problème. » Je me suis arrêtée à côté de l'étendoir. Le vent de l'après-midi soufflait sur moi, mais tout mon corps est devenu glacial. Pas de nom, pas de point d'exclamation, aucune insulte. C'était ce genre de silence qui était vraiment effrayant. Ce n'était pas l'avertissement d'une personne soudainement en colère. C'était le rappel d'une personne qui sait exactement où je suis,
ce que je fais, et qui sait que j'ai touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. J'ai levé les yeux et j'ai regardé autour de moi dans la cour, puis le balcon, la porte extérieure, la clôture, la maison familière est soudainement devenue étrangère. Depuis que j'étais leur belle-fille, pour la première fois, je ne la sentais plus comme un foyer. C'était un piège, et papa Ernest et moi étions à nouveau pris au milieu. Cette nuit-là, je suis restée longtemps assise à côté du lit de mon beau-père. Dans la chambre, on n'entendait que le doux murmure du vent froid, sa respiration et les battements de mon propre cœur, qui ne semblaient toujours pas s'être calmés. Je me suis penchée, et ma voix était plus ferme que jamais. Nous ne pouvons plus attendre qu'ils agissent. Papa Ernest est resté silencieux un instant, puis s'est tourné vers moi. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un homme qui essaie juste de survivre quelques jours de plus. C'était le regard d'un homme qui attendait cette phrase de ma part depuis longtemps. Il a répondu doucement et fermement. « Tu as raison, il est temps qu'il paie. » J'étais assise là. Mes mains se sont involontairement serrées en poing. J'ai longtemps cru que le silence apportait la paix, que l'endurance maintenait le foyer. Mais ce n'est qu'à cet instant que j'ai compris. C'est mon silence qui avait nourri et fait grandir leur cruauté. Peut-être que c'est pour ça que, en entendant les paroles de mon beau-père, je n'avais plus aussi peur que ces derniers jours. La peur était toujours là, dans ma poitrine, comme une pierre froide, mais à la surface, un autre sentiment commençait à grandir. Si je continuais à endurer, non seulement papa Ernest perdra la vie, mais moi aussi, je pourrais être acculée. Cette nuit-là, il m'a fait asseoir près de lui et a parlé lentement, choisissant soigneusement chaque mot. Quand ils reviendront, nous devrons immédiatement renverser la situation. Je l'écoutais, le souffle coupé. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ses yeux étaient étrangement clairs. Le plan? Je vais simuler ma mort. Je me suis figée. J'avais beau avoir entendu de nombreuses horreurs de sa bouche, je ne m'attendais pas à cette étape. J'ai immédiatement secoué la tête. Ma voix s'est étranglée sous le choc. « Papa, c'est trop dangereux. Et si quelque chose tourne mal? Et s'ils le font vraiment ?» Je parlais sans m'arrêter. Ma gorge était sèche. La simple pensée de devoir accepter une mort dans cette maison faisait trembler mes jambes. Mais papa Ernest est resté étrangement calme. Il s'est enfoncé dans son oreiller, ses yeux fixés sur la fenêtre sombre. Puis il a répondu lentement. « Pour attraper le loup, il faut entrer dans sa tanière. » La phrase était légère, mais en l'entendant, j'ai eu froid dans le dos. Il ne parlait pas comme quelqu'un qui prend un risque par désespoir. Il parlait comme quelqu'un qui y avait beaucoup réfléchi, qui était arrivé à la dernière étape, et qui comprenait clairement que s'il ne choisissait pas cette voie, il n'aurait pas d'autre chance. Je suis restée assise là longtemps, mon cerveau en ébullition. Finalement, il a dit autre chose. « Nous ne pouvons pas faire ce plan à deux. Il y a quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance. Un vieil avocat qui gérait autrefois beaucoup de mes documents importants. Son nom est Maître Bernard Chevalier. Il n'a plus eu de contact avec la famille depuis des années, donc Catherine et Roland ne penseront même pas à lui. Il m'a demandé de trouver un moyen de le contacter secrètement et de lui apporter personnellement la clé USB. Ne pas envoyer de message comme ça. Ne pas appeler d'un numéro connu. Et surtout, ne laisser personne dans la maison le savoir. Le lendemain matin, j'ai attendu presque jusqu'à midi, avant de rassembler le courage de sortir, sous le prétexte d'acheter des choses pour mon beau-père. Avant de partir, j'ai soigneusement fermé sa chambre à clé. J'ai ajusté sa couverture et son oreiller, comme d'habitude. Puis j'ai pris mon sac et j'ai franchi la porte. J'avais caché la clé USB dans la doublure de mon sac. Le numéro de téléphone de Maître Chevalier, c'est papa Ernest qui me l'a dicté. D'un vieux papier plié qu'il cachait derrière une vieille photo près de son lit. Je n'ai pas appelé de la maison. J'ai marché un bon moment avant de m'arrêter dans une petite boutique de quartier et de demander au propriétaire si je pouvais utiliser son téléphone, prétextant que le mien était déchargé. Quand, à l'autre bout du fil, il a entendu ma présentation, il est resté silencieux. Mais quand j'ai mentionné papa Ernest et que j'ai dit qu'il s'agissait de quelque chose de très urgent, qui concernait même sa vie, la voix de l'homme a soudainement changé. Il a dit brièvement « 15 heures. Un petit café au bout du boulevard Saint-Germain. Venez seul !» À 15 heures précises, j'étais là. L'homme assis dans un coin du café portait une chemise bleue. Ses cheveux étaient légèrement grisonnants, son visage était sérieux, mais ses yeux étaient vifs. Il n'a pas tourné autour du pot, il est juste resté assis en silence, attendant que je sorte la clé USB. C'est avec une main encore tremblante que je la lui ai glissée. Il l'a insérée dans sa tablette et a lentement parcouru les différentes parties.
Presque aucune émotion ne se lisait sur son visage jusqu'à ce qu'il entende la voix du docteur Lemoine et cette conversation avec Catherine sur le changement de médicament. Il a fermé l'appareil et m'a regardé. Sa première phrase a été « Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous n'aurez nulle part où retourner. » En entendant cela, mon cœur s'est serré. Il avait raison. À ce stade, je n'étais plus une spectatrice innocente. S'il découvrait que j'avais entendu, que j'avais vu et que j'avais les preuves, il ne me laisserait pas vivre en paix. J'étais assise là, à me tordre les doigts. Mes lèvres étaient sèches. J'ai regardé l'avocat un instant, puis j'ai baissé la voix. Mais si je vais jusqu'au bout, nous avons encore une chance. Là, dans ce café, Maître Chevalier et moi, ou plutôt Maître Chevalier et mon beau-père à travers moi, avons commencé à élaborer le plan. Tout devait être fluide, prudent et absolument sans faille. D'abord, il fallait lentement construire une mort qui semblerait assez naturelle. Pas une mort subite, qui pourrait facilement éveiller les soupçons, mais une dégradation progressive qui correspondrait à la maladie de ces dernières années. Je signalerai constamment à Roland et Catherine que papa Ernest s'affaiblissait, qu'il mangeait moins, qu'il respirait plus difficilement. Au moment opportun, je les appellerai pour leur dire qu'il y avait une urgence, qu'ils devaient rentrer en hâte. Quand toute la famille serait là, papa Ernest ferait semblant de ne plus pouvoir tenir. Plus ils s'inquiéteraient, plus leur véritable nature se révélerait. Et exactement à cet instant, nous leur présenterions toutes les preuves. Là, dans la maison même, pour qu'ils ne puissent ni s'enfuir ni nier. Maître Chevalier arriverait au moment opportun avec des copies de toutes les preuves. Papa Ernest avait déjà préparé quelques documents importants bien à l'avance, et cela serait également nécessaire. En entendant le plan, cela semblait si simple, mais en commençant à réfléchir aux détails, j'ai senti dans quelle chose effrayante je m'étais engagée. La moindre petite erreur, ne serait-ce qu'un regard de travers. S'il revenait plus tôt que prévu, ou si quelqu'un entrait dans la maison avant que nous ayons terminé les préparatifs, tout pourrait s'effondrer. Et si le plan échouait, les conséquences seraient être irréversibles. Les jours suivants, j'ai vécu comme si j'avais à la fois peur et que je me forçais à être dure. Devant le miroir, je m'entraînais à parler d'une voix rauque de peur. Je m'entraînais à contracter les muscles de mon visage, à exprimer la confusion et l'inquiétude. Je m'entraînais à répondre lentement chaque fois que Roland appelait. Parfois, en m'entraînant, je me regardais dans le miroir et j'avais soudain l'impression de ne pas reconnaître le visage qui me regardait en retour. La femme là-bas n'était plus l'ancienne Marie Martin, qui ne faisait que baisser la tête et endurer. Mais elle n'était pas non plus une femme forte, juste une femme que les événements avaient poussée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'autre choix que de tout affronter. Papa Ernest, en revanche, à mesure que le jour de l'exécution du plan approchait, devenait de plus en plus calme. Une fois, alors que je le nourrissais et que ma main tremblait tellement que la soupe a failli déborder, il m'a regardé et a dit très doucement « N'aie pas si peur, celui qui panique perd déjà la bataille. » En entendant cela, je suis devenue triste et j'ai pleuré. Mais c'était un pleur comme si j'étais heureuse. Un homme qui avait été maltraité pendant des années était encore là pour me rassurer, alors que c'est lui qui aurait eu le droit d'avoir vraiment peur. Et finalement, cet appel est arrivé. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Roland, dès que j'ai décroché, a commencé à parler. Sa voix était brève et froide. « Nous rentrons plus tôt que prévu. Prépare-toi. » Ce n'était qu'une seule phrase. Mais pour moi, c'était comme si une lame m'avait frôlé. Aucune question sur notre état, aucune surprise, juste une notification, comme quelqu'un qui ne rentre pas parce qu'il s'inquiète pour son père malade, mais pour vérifier quelque chose qu'ils n'ont pas encore terminé. J'ai lentement raccroché le téléphone et je me suis tournée vers mon beau-père. Il était allongé, immobile, mais lorsque nos regards se sont croisés, il a légèrement hoché la tête une fois. Sans mots, ce hochement de tête a suffi pour que je comprenne. Le moment était venu. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, c'est moi qui ai proposé d'entrer dans une bataille. Non pas pour endurer, mais pour mettre fin à tout cela. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je veillais sur mon beau-père, attentive au moindre bruit venant de la cour. Vers 3 heures du matin, les phares d'une voiture ont balayé le pavé devant la maison. Puis un crissement de frein, sec et sonore dans la nuit silencieuse. Mon cœur battait à la chamade. Je savais qu'ils étaient arrivés. La porte d'entrée s'est ouverte. Roland et Catherine sont entrés. Leur expression était complètement différente de celle de personnes qui viennent d'arriver d'un voyage à cause d'un parent malade. Aucune inquiétude, aucune surprise. Ils se sont tous les deux changés rapidement, se sont regardés, puis se sont précipités directement vers la chambre de mon beau-père,
comme s'ils couraient vers quelque chose qui allait bientôt leur appartenir. Je me tenais à la porte de la chambre. Je me suis forcée à avoir l'air fatigué, avec des cernes sombres sous les yeux, comme quelqu'un qui manque désespérément de sommeil. Catherine est passée à côté de moi sans poser la moindre question. En entrant, elle s'est penchée près du lit et a regardé le visage de son mari. Puis elle a rapidement balayé la pièce du regard, comme si elle cherchait quelque chose d'étrange. Roland se tenait au pied du lit, le regard fixé sur son père. Mais ce n'était pas l'expression d'un fils en souffrance. C'était de la convoitise. À peine 20 minutes s'étaient écoulées quand Roland m'a soudainement coincé dans un coin près de l'armoire. Il a saisi mon poignet si fort que ça m'a fait mal. Sa voix a sifflé entre ses dents, basse et ferme. « As-tu laissé quelqu'un entrer dans la maison ces derniers jours? As-tu touché à quelque chose que tu n'aurais pas dû ?» J'ai eu peur, et ma surprise semblait très réelle. « De quoi parles-tu? Je n'ai fait que m'occuper de papa. » Il m'a longuement fixée, comme s'il voulait m'écorcher vive pour savoir jusqu'où allaient mes connaissances. Mais il a finalement lâché ma main. Il m'a juste jeté un regard suspicieux. Je me suis frotté le poignet, me forçant à garder mon visage pâle de fatigue. Mais à l'intérieur, il devenait de plus en plus clair pour moi que j'étais au point le plus critique de cette bataille. De l'autre côté de la porte, Catherine était toujours là. Ses yeux balayaient toute la pièce. Elle regardait les médicaments, le tiroir près de l'oreiller, même la chaise sur laquelle je m'asseyais toujours à côté de mon beau-père. Son regard m'a glacée. Ce n'était pas le regard d'une femme qui se précipite à la maison parce que son mari est mourant. C'était le regard de quelqu'un qui a peur d'avoir un temps de retard. À peine 10 minutes plus tard, le docteur Lemoine est arrivé. Si vite que j'ai dû serrer les poings très fort pour ne pas changer d'expression. Il est normal qu'on appelle un médecin à la maison la nuit, mais il est arrivé comme s'il était déjà en alerte. Il est entré dans la chambre d'un pas assuré, avec sa fameuse mallette noire, a légèrement hoché la tête à Catherine, juste un petit signe de tête dont il pensait que personne ne le remarquerait. Mais j'étais là, tout près, et je l'ai clairement vu. Il s'est assis sur le bord du lit, a pris le poignet de mon beau-père pour prendre son pouls. Puis il a jeté un coup d'œil au tensiomètre, a écouté son cœur et sa poitrine avec un visage sérieux. La chambre était silencieuse. Finalement, il a pris une profonde inspiration et a parlé délibérément fort, pour que tout le monde entende. La situation est grave. La famille doit se préparer. Catherine a immédiatement porté la main à sa poitrine. Ses épaules tremblaient, comme si elle était secouée par des sanglots. Je me suis juste penchée doucement pour ajuster la couverture de mon beau-père, et j'ai entendu Catherine tirer doucement la manche de la chemise de Roland. Ils se sont tous les deux éloignés dans le couloir. La porte ne s'est pas complètement fermée. Il restait une fente. À travers cette fente, la voix de Catherine, très basse, mais chaque mot était clairement audible. « Si ça se termine ce soir, demain on fait les papiers immédiatement. Ne le laisse pas reprendre connaissance et changer d'avis. » En entendant cela, un frisson m'a parcouru l'échine. Cette phrase, si je l'avais entendue plus tôt, j'aurais être laissé tomber ce que je tenais, mais maintenant je me suis juste penchée encore plus. J'ai fait semblant d'essuyer la main de mon beau-père. Mon cœur était partagé entre la peur et le dégoût. Peur, parce qu'il parlait maintenant ouvertement, sans se cacher. Dégoût, parce que la femme qui a prononcé cette phrase de l'autre côté de la porte est revenue dans la chambre quelques secondes plus tard, les yeux rouges et le visage souffrant, comme une véritable épouse sur le point de perdre son bien-aimé. Roland est également revenu. Son visage était beaucoup plus doux. Il s'est approché de moi, sa voix presque mielleuse. « Marie, tu as traversé beaucoup de choses. Laisse-moi m'occuper de mon père maintenant. Va te reposer. » Si quelqu'un de l'extérieur avait vu cela, il aurait être pensé qu'il se souciait de sa femme, mais je comprenais trop bien ce que signifiait cette soudaine tendresse. Il voulait me chasser de la chambre, loin du chevet du malade, pour pouvoir plus facilement exécuter le reste de leur plan. Je n'avais même pas encore répondu que, dans le lit, papa Ernest a faiblement ouvert les yeux. Il respirait difficilement. Ses lèvres bougeaient avec peine. Sa voix était comme sur le point de s'éteindre. « Marie, ne pars pas. » Ce n'était que 4 mots, mais toute la pièce s'est figée. J'ai vu le visage de Catherine se déformer un bref instant, et les yeux de Roland s'assombrir. Sa mâchoire s'est crispée. Bien qu'il fasse semblant qu'il soit mourant, mon beau-père m'appelait moi, pas ses propres enfants. Cela les a plus exaspérés que n'importe quelle accusation. J'ai immédiatement pris sa main, et je me suis penchée très près. Ma voix tremblait. « Je suis là, papa. Je ne vais nulle part. » À l'extérieur, je jouais la belle fille obéissante. Mais à l'intérieur, je comprenais qu'il me rappelait que je devais rester dans cette position. Je ne devais pas me laisser chasser.
Mais Catherine n'a pas abandonné facilement. Tard dans la soirée, après s'être assise un moment à côté du lit pour la forme, elle a commencé à me confier diverses tâches les unes après les autres. Faire bouillir de l'eau avec du gingembre, préparer une bouillie légère, faire la vaisselle, car même si des invités venaient ce soir, la cuisine ne devait pas avoir l'air sale. N'importe laquelle de ces tâches aurait pu attendre, mais elle m'a délibérément envoyé faire chacune d'entre elles successivement, juste pour me tenir le plus longtemps possible éloignée de la chambre du malade. En descendant les escaliers, j'ai entendu Roland fermer la porte de la chambre derrière moi. Chaque pas était lourd comme du plomb. Je savais qu'ils avaient commencé à agir. Cette nuit-là, alors que toute la famille était réunie, j'ai compris une chose clairement. Ils n'étaient pas revenus pour le sauver, ils étaient revenus pour le regarder mourir. Cette pensée résonnait encore et encore dans ma tête, tandis que je me tenais dans la cuisine, en train de préparer cette bouillie claire que Catherine avait ordonnée. Je tenais la cuillère en bois, regardant l'eau bouillir dans la casserole, mais mes oreilles étaient à l'affût de chaque bruit venant d'en haut. Le silence de la maison était étouffant. Le silence d'un lieu qui attend un événement. À peine avais-je éteint le gaz, et n'avais-je même pas encore servi la bouillie dans l'assiette que, d'en haut, la voix de Roland a hurlé. « Maman! Marie! Papa a des convulsions! Appelez vite le médecin! » Ce cri m'a glacé le sang. Ma main tremblait tellement que j'ai failli laisser tomber la cuillère en bois sur le sol. J'ai pris l'assiette, que je n'avais même pas encore posée sur un plateau, et j'ai monté les escaliers en courant, tandis que mon cœur battait la chamade. Quand je suis entrée dans la chambre, papa Ernest gisait immobile sur le lit. Son visage était pâle, ses yeux fermés. Le tensiomètre à côté du lit a bipé plusieurs fois avant que le rythme ne ralentisse. Ce bip intermittent affaiblit mes jambes. J'ai couru vers le lit. « Papa, papa !» Le docteur Lemoine, je ne sais même pas quand il est entré dans la maison, était déjà là avec sa mallette noire. Il a pris le poignet de mon beau-père, s'est penché pour écouter son cœur. Puis il s'est tourné vers Catherine et Roland. Sa voix était grave. La situation est critique. La famille doit se préparer. Après avoir dit cela, Catherine a immédiatement porté la main à sa poitrine et a poussé un cri. Roland, quant à lui, se tenait raide au bord du lit. Il se tenait la tête entre les mains, comme un fils en proie à une immense souffrance. Mais en observant attentivement l'ensemble, tout était trop bien mis en scène. Le timing était trop bon, l'arrangement trop parfait, comme une scène répétée depuis longtemps. Pas même 5 minutes ne s'étaient écoulées. Catherine m'a soudainement saisie, m'a tourné le dos, et s'est approchée de la boîte noire à côté de la table. Roland a sorti un étrange type de médicament et l'a jeté bruyamment à mes pieds. Sa voix était déformée par chaque mot empreint d'une colère feinte. « Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a donné ce médicament à papa ?» Je me suis penchée et toutes mes forces m'ont abandonnée. Ce n'était pas le type de médicament que j'avais donné à mon beau-père. Le médicament était neuf, mais au dos, on voyait que quelques comprimés en avaient déjà été retirés. En un instant, j'ai compris que c'était une mise en scène. Faux médicaments, fausses preuves, fausses scènes de crime. Ils avaient tout préparé. Ils n'attendaient que ce moment propice pour me le jeter à la figure. J'ai levé les yeux. Avant même que je puisse parler, Catherine s'est mise à pleurer bruyamment, est sortie en courant et a crié à plein poumon. « Voisin! Mon Dieu! Ma belle-fille a tué son beau-père, et maintenant mon propre mari. » Sa voix était comme une alarme. En quelques minutes, les voisins et quelques parents du quartier ont commencé à affluer. Dans toute la cour, ils se regardaient. Quelqu'un a même demandé, avant d'atteindre la chambre, « Que s'est-il passé ?» Un autre a ajouté dans le couloir. Je savais que cette femme n'était jamais un bon présage. En quelques instants, la chambre du malade s'est transformée en place de marché. Les gens allaient et venaient. Bruit de pantoufles, rumeurs, soupirs profonds, exclamations surprises, tous les regards étaient tournés vers moi. Ils me regardaient comme une criminelle prise en flagrant délit. J'étais assise à côté du lit. Je tenais toujours la main de mon beau-père. Ma paume était devenue glaciale. Pas par peur de ce qu'il dirait de moi, mais parce que je voyais maintenant très clairement ce qu'il voulait. Il ne voulait pas seulement la mort de papa Ernest, il voulait aussi que sa mort soit la lame qui couperait ma propre voie vers la survie. Roland s'est soudainement précipité sur moi, m'a saisi fermement les épaules et m'a secoué si fort que ma tête a failli tomber. Il pleurait comme s'il était sur le point de perdre la voix. Pendant des années, je t'ai fait confiance. Je n'aurais jamais cru que, si quelqu'un de l'extérieur avait entendu cette phrase, elle aurait été vraiment déchirante, mais pour moi, à ce moment-là, j'avais juste envie de rire ironiquement. J'ai levé les yeux et j'ai fixé le visage de Roland.
Pour la première fois, je n'ai pas évité son regard. Ma voix était déjà rauque, mais chaque mot sonnait clairement. Tu es un bon acteur. Si seulement tu avais utilisé ce visage pour être un homme honnête. Toute la pièce est devenue silencieuse. Personne ne s'attendait probablement à ce que j'ose parler ainsi à ce moment-là. Même Roland s'est arrêté une seconde, mais seulement une seconde. Il a immédiatement levé la main et m'a donné une gifle si forte que le claquement a été entendu de tous. Mon cœur s'est arrêté un instant. Mes yeux se sont assombris. Mon corps a basculé sur le côté. Le coin de ma bouche brûlait de douleur. J'ai levé la main pour me défendre et j'ai senti du sang au bout de mes doigts. Catherine a immédiatement jeté de l'huile sur le feu, a pointé son doigt droit sur mon visage et s'est exclamée « Appelez la police. Ce genre de femme doit être enfermée. Tant qu'elle restera dans cette maison, tout le monde est en danger. » Les gens autour de nous sont devenus encore plus bruyants. Un parent est même intervenu. Elle a donné le mauvais médicament à un homme malade. C'est l'équivalent d'un meurtre. J'entendais tout, mais curieusement, mon intérieur devenait de plus en plus froid. C'était la froideur de quelqu'un qui a déjà vu le fond de la méchanceté et que plus rien ne peut choquer. Au moment le plus chaotique, des bruits de pas se sont fait entendre à l'extérieur de la porte de la chambre. Maître Bernard Chevalier est arrivé. Il se tenait à la porte avec 2 hommes en costume noir. Il n'est pas entré directement, il est juste resté là et a balayé la pièce du regard. Il a regardé Catherine qui pleurait, il a regardé Roland qui serrait fermement le flacon de médicaments. Il a regardé le docteur Lemoine qui sortait un papier pour y écrire quelque chose avec un visage très sérieux. Je me tenais le visage brûlant. Le coin de ma bouche était encore ensanglanté. Mais mes yeux n'ont pas quitté Maître Chevalier. Il n'était pas pressé. Il se tenait là comme quelqu'un qui attend le moment le plus opportun pour laisser tomber le rideau. Le docteur Lemoine, pendant ce temps, s'est penché et a signé quelques lignes sur le rapport préliminaire. Il a dit rapidement à Roland « Je décris d'abord l'état. On soupçonne qu'il a reçu le mauvais médicament. Ainsi, nous aurons une base pour les étapes suivantes. » En entendant cela, j'ai compris leur plan complet et véritable. Non seulement l'acquisition de la fortune, mais aussi ma transformation en criminel, pour me faire taire à jamais. Alors que cette pensée me traversait l'esprit, Maître Chevalier, à la porte, a fait un pas à l'intérieur. Il n'a pas élevé la voix, mais chaque mot sonnait aussi froid et tranchant qu'un couteau. « Pourquoi êtes-vous si pressé avec cette signature, docteur? Avez-vous peur que le mort ressuscite? » C'est comme si quelqu'un avait arrêté l'air dans la pièce. Le stylo dans la main du docteur Lemoine s'est immobilisé en l'air. Catherine s'est immédiatement retournée. Son visage a pâli un bref instant, mais elle a tout de même essayé d'élever la voix. « Qui êtes-vous pour entrer dans ma maison? C'est une affaire de famille. De quel droit vous en mêlez-vous? » Avant que Maître Chevalier n'atteigne le lit, derrière moi, une main s'est soudainement levée. Ce n'était qu'un mouvement, mais suffisant pour que tout bruit cesse dans la pièce. Cette main a saisi le bord de la couverture blanche, l'a retiré, et devant les nombreux regards stupéfaits, mon beau-père s'est redressé dans le lit. Le premier cri est venu d'une tante qui se tenait devant la porte. Un verre d'eau est tombé de la main de quelqu'un sur le sol avec un cliquetis. Catherine a reculé, son dos a heurté le mur avec un grand bruit, sa bouche est restée ouverte, incapable de la fermer. Roland, quant à lui, se tenait là comme s'il avait été frappé par la foudre. Son visage était pâle, sans la moindre trace de sang. Ses lèvres tremblaient. Papa Ernest était assis bien droit dans le lit. Son visage était encore pâle, mais ses yeux brillaient. Sa voix était rauque de douleur, mais chaque mot sonnait comme de l'acier. « Je ne suis pas encore mort, mais vous m'avez déjà enterré vivant. » Personne n'a répondu. Toute la pièce semblait s'être figée. Roland continuait de fixer son père. Sa gorge a bougé plusieurs fois avant qu'il ne puisse articuler une phrase brisée. « Pas, papa !» Avant qu'il ne puisse finir, papa Ernest a frappé bruyamment de la main sur le bord du lit. Le son était sec et déterminé, effrayant. Chaque mot a été prononcé entre ses dents. « Tu pensais que si je mourais, tu mettrais la main sur ma fortune et tu ferais porter tous tes crimes à cette fille ?» Sa voix n'était pas très forte, mais chaque mot était comme une gifle directe au visage de Roland. J'étais à côté du lit, et j'entendais la respiration rapide de Roland. Je voyais la sueur perler sur son front sous la lumière blanche. Catherine a repris ses esprits plus vite que prévu. Comme je m'y attendais, elle a immédiatement changé de ton. La femme qui, un instant auparavant, accusait les autres, s'est maintenant approchée du lit. Ses yeux ont rapidement rougi, et sa voix était pleine d'une émotion feinte. « Oh, Ernest, tu es réveillé !»« Je suis si heureuse, je croyais déjà. »« Pourquoi parles-tu ainsi à ta femme et à ton fils,
comme si nous étions des étrangers. Nous nous sommes fait un sang d'encre pour toi. Si je n'avais pas entendu les enregistrements, si je n'avais pas vu la trahison et leur conversation, j'aurais être cru à cette voix. Mais pas mon beau-père. Il l'a regardé avec un regard si froid que même moi, je l'ai senti là où je me tenais. Il a prononcé les mots entre ses dents. Ne joue pas la comédie. Vous m'avez déjà trompé trop longtemps. Devant moi n'essaie même pas. Cette phrase a fait son effet, et la pièce est devenue aussi silencieuse que la pierre. Les parents, qui auparavant s'étaient précipités pour m'accuser, se tenaient maintenant comme des statues, et personne n'osait intervenir. L'atmosphère est devenue si tendue que j'avais l'impression que si quelqu'un respirait trop fort, tout exploserait. À cet instant, Maître Chevalier est entré complètement dans la pièce, a posé sa petite sacoche d'ordinateur sur la petite table près de la fenêtre, a sorti un petit appareil, l'a immédiatement allumé, puis l'a dirigé vers le mur blanc en face du lit. Quelques secondes plus tard, une série d'images est apparue. Ce n'était pas un film. C'étaient des scènes provenant de cette pièce même, d'un angle élevé et caché, que personne ne soupçonnait. J'ai entendu quelques personnes prendre une profonde inspiration à l'extérieur de la porte lorsque, sur le mur blanc, la scène est clairement apparue. Roland entre secrètement dans la chambre la nuit, ouvre l'armoire à pharmacie et remplace les comprimés sur le plateau de son père. Dans la scène suivante, Catherine se tenait à côté de la porte, très près, et chuchotait avec le docteur Lemoine. De loin, on ne pouvait pas entendre clairement les mots, mais Maître Chevalier a immédiatement appuyé sur un autre bouton. Le son est sorti d'un haut-parleur. La voix de Catherine était clairement audible pour tout le monde. Demain, s'il lui arrive quelque chose, écrivez que c'est dû à un mauvais médicament. Ne dirigez pas les soupçons ailleurs. J'ai regardé le docteur Lemoine. Son visage est passé du blanc au gris, comme si tout le sang l'avait quitté. Sa main, qui tenait le rapport, tremblait. Quelques parents dans le couloir ont commencé à parler, mais plus contre moi. C'était le son de la stupéfaction, celui de personnes qui viennent de réaliser qu'on les a menés comme un troupeau. Maître Chevalier a continué. Il a ouvert une autre partie. Maintenant, c'était l'enregistrement audio, la même voix aigre de Catherine, qui s'est amplifiée dans la pièce bondée. Laisse-la s'occuper du vieux. Et quand tout sera fini, on la mettra à la porte. Puis la voix de Roland, grave et froide. S'il meurt plus tôt que prévu, tant mieux. J'avais déjà entendu ces mots, mais entre une nuit silencieuse et une pièce pleine de monde, la différence était énorme. Maintenant, chaque mot était entendu ouvertement par tout le monde. Les parents, le médecin et l'homme lui-même dont il parlait. Il n'y avait nulle part où se cacher. Roland s'est effondré, comme un animal acculé. Il s'est précipité vers le mini-projecteur, a voulu le saisir, mais les deux hommes qui accompagnaient Maître Chevalier se sont rapidement interposés et lui ont fermement saisi les deux bras. Roland était enragé. Son visage était rouge. Les veines de son cou saillaient. Des mots qu'on ne peut nommer sortaient de sa bouche. J'étais là, et je regardais l'homme qui avait été mon mari. Je regardais son visage qui passait du blanc au rouge profond, et j'entendais clairement ses hurlements, un mélange de colère et de folie. « Papa, tu as piégé ton propre fils !» Cette phrase m'a fait mal. Non pas parce que j'avais pitié de lui, mais parce que même dans une telle situation, il ne reconnaissait pas sa propre culpabilité. Dans sa tête, la révélation de son père était une trahison, pas la punition pour ses crimes. Quand mon beau-père a entendu cela, il a laissé échapper un rire léger et froid. Son sourire n'était pas large, mais plus douloureux que des larmes. Il a regardé Roland. Sa voix était fatiguée, plus fatiguée que colérique. « Depuis quand me considères-tu comme ton père ?» La question a été posée, et personne n'a osé dire un mot de plus. En quelques minutes, cette maison n'était plus le lieu d'une réunion de famille, mais était devenue l'autel de leur propre cupidité. Je pensais qu'à ce stade, tout était terminé. Il y avait des preuves, des personnes réelles et des événements réels. Le vrai visage de Catherine, de Roland et du docteur Lemoine avait été exposé devant tant de gens. Mais non. La dernière étape de mon beau-père était plus grave que tout ce qui avait précédé. Si grave que chaque fois que j'y pense, ma tête me tourne encore. Papa Ernest s'est adossé à la tête de lit, respirant un peu difficilement, mais ses yeux brillaient toujours. Il a penché la tête sur le côté et a regardé Maître Chevalier. Sa voix était basse, mais ferme. « Ouvrez la mallette noire. » Maître Chevalier a hoché la tête et a posé la sacoche d'ordinateur sur la table. Il a lentement ouvert la fermeture éclair et en a sorti une épaisse liasse de documents. Elle était soigneusement reliée, chaque page portant le sceau rouge du notaire. En voyant cela, mon cœur a de nouveau fait un bond. Catherine,
qui était abattue depuis l'enregistrement audio, ne s'était toujours pas remise. Mais en voyant la liasse de papier, son visage est devenu encore plus blanc. Roland a cessé de se débattre, ses yeux étaient rivés sur la liasse, comme un homme assoiffé à mort qui voit un puits ouvert, mais ne sait pas s'il y a de l'eau ou l'abîme. Papa Ernest a regardé son fils droit dans les yeux. Chaque mot a quitté sa bouche lentement, mais a transpercé le froid. Tu pensais que ce million d'euros était la seule fortune à partager. Tu te trompes. Ce million n'était qu'un piège pour vous mettre à l'épreuve. La pièce est redevenue silencieuse. Ceux qui, la veille au soir, respiraient bruyamment à la porte, n'osaient même plus prendre leur souffle. Moi-même, je me suis figée. Je pensais que même ce million d'euros, que mon beau-père m'avait donné, ne faisait pas partie du jeu complet. Maître Chevalier a lu chaque page d'une voix lente et claire. Il s'est avéré que le million d'euros était la partie la plus visible de la fortune. La partie que Catherine et Roland connaissaient le mieux. Et qui les troublait donc le plus. Mais la totalité de la fortune, les terrains, les anciennes parts d'entreprise, et même la maison elle-même, Papa Ernest l'avait placée sous le contrôle d'une société civile immobilière, SCI, en secret, il y a des mois. Le représentant légal et mandataire était Maître Bernard Chevalier. En d'autres termes, même si Papa Ernest était vraiment mort cette nuit-là, Catherine et Roland n'auraient pas pu contrôler les choses comme ils l'avaient prévu. Les voies légales avaient été fermées depuis longtemps. Malgré tous leurs efforts pendant des années pour pousser quelqu'un à la mort, ils n'ont fait que tomber dans une mine dangereuse que Papa Ernest avait préparée pour révéler leur véritable nature. Catherine a soudainement complètement perdu la tête. Elle s'est précipitée vers le lit, le visage déformé, la voix brisée. « Tu es cruel. Tu as espionné ta propre femme et ton fils. Es-tu seulement humain ? Je me suis donné à toi, tout en craignant de te perdre. » Si la situation avait été différente, les spectateurs auraient être ressenti de la pitié pour elle. Mais après tout ce qui a été révélé, ses pleurs n'ont trouvé que des oreilles sourdes. Papa Ernest ne s'est même pas donné la peine de s'énerver. Il l'a regardée avec un dégoût profond, perçant à jour son hypocrisie. D'une voix calme mais implacable, il a répondu « Garde tes larmes, Catherine. Ce que tu pleures en ce moment, ce n'est pas ton mari mort. C'est la fortune qui vient de te glisser entre les doigts. » Face à cette vérité cinglante, les lamentations de Catherine ont soudainement sonné creux. Dans la pièce, l'atmosphère avait changé. Les membres de la famille, qui la soutenaient encore aveuglément quelques minutes plus tôt, reculaient maintenant d'un pas pour s'éloigner d'elle. Leur regard était rempli d'un mépris absolu. Plus personne n'éprouvait la moindre pitié pour cette femme dont le masque venait d'être définitivement brisé. Exactement à cet instant, le docteur Lemoine a commencé à se déplacer discrètement vers la porte, comme s'il voulait s'éclipser en silence pendant que tout le monde se concentrait sur la famille de mon beau-père. Mais Maître Chevalier ne l'a pas laissé partir comme ça. Il a sorti une autre liasse de papier et l'a levée pour que tout le monde la voie. « Où vous pressez-vous, docteur ? Ou voulez-vous sortir avant que je ne lise ces relevés de virements bancaires ?» Le docteur Lemoine s'est figé. Son visage est devenu blanc, comme si tout le sang l'avait quitté. Maître Chevalier a lu chaque page lentement et fermement. C'étaient des copies de relevés de virements bancaires du compte de Catherine vers le compte personnel du docteur Lemoine, s'étalant sur 2 ans. Il y avait des montants de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, tous exactement au moment où l'état de Papa Ernest s'était étrangement détérioré. Catherine a immédiatement commencé à se défendre. « Je remerciais juste le docteur pour les soins de mon mari. Il n'y a rien de mal à ça. » Avant qu'elle ne puisse finir, Maître Chevalier a répondu brièvement et sèchement. « Vous le remerciez. Mais le motif du virement indique « L'ancienne dose ne convient plus, il faut augmenter. » En entendant cela, c'est comme si toute la pièce avait explosé. Les oncles et tantes, qui auparavant hésitaient encore de quel côté se ranger, se sont maintenant complètement tus. Certains ont même reculé, comme s'ils avaient peur d'être infectés par la méchanceté qui régnait dans la pièce. Les lèvres du docteur Lemoine tremblaient. Ses 2 jambes ont failli flancher, il était acculé. Finalement, Roland n'a plus pu maintenir son masque de bon fils et de bon mari. Il a grogné comme un animal blessé. Ses yeux étaient rouges. Les veines de son cou saillaient. « Oui, j'avais besoin de l'argent. Y a-t-il un problème ? Comment m'a-t-il traité toute ma vie ? J'ai toujours dû le supplier. J'ai toujours vécu dans son ombre. Il a toujours eu le pouvoir et l'argent. » Ces mots ont résonné bruyamment. Plein de haine, plein de cupidité, d'une crudité effrayante. Papa Ernest a longtemps regardé son fils. À cet instant, ce n'était plus le regard d'un père en colère.
mais celui d'un homme qui faisait enfin face à l'échec le plus douloureux de sa vie. Puis il a parlé doucement, mais la froideur de ses paroles s'est fait sentir encore plus. J'aurais pu te donner l'argent, mais je ne pouvais pas te donner l'humanité, car tu l'as jeté toi-même. Cette phrase a été comme le coup de grâce à la folie de Roland. Il s'est soudainement tourné vers moi. Son doigt était pointé droit sur moi, sa voix pleine d'une colère aveugle. Et toi? Si tu ne t'en étais pas mêlé, tout cela serait fini depuis longtemps. J'ai essuyé le sang séché au coin de ma bouche, et j'ai fait un pas en avant. Je ne tremblais plus. Je n'avais plus de mal à parler. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Pour la première fois, je n'ai pas évité son regard. Il n'y avait pas de peur en moi. Ce n'est pas moi qui me suis mêlé. Vous étiez trop méchant, c'est pourquoi Dieu n'a pas permis que vous réussissiez. À cet instant, depuis la cour, on a entendu un crissement de freins rapides et des pas pressés. Plusieurs policiers sont entrés par la porte, répondant à l'appel et à la liasse de preuves que Maître Chevalier avait préparées bien à l'avance. La pièce, qui un instant auparavant était pleine de cris, de pleurs et de disputes, s'est soudainement transformée en un véritable chaos. Catherine, en voyant les policiers, s'est effondrée à genoux sur le sol. Roland était toujours enragé et essayait de se battre. Son visage était d'une pâleur cadavérique. Le docteur Lemoine se tenait là, tremblant. Sa mallette noire est tombée sur le sol avec un bruit sourd. Je pensais que le jour de la vérité je pleurais, mais non. En voyant la police leur passer les menottes, je n'ai ressenti que de la froideur, comme si je venais de me réveiller d'un très long cauchemar. Je suis restée immobile au milieu du salon pendant très longtemps. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas parlé, et je n'ai pas non plus ressenti le goût de la victoire. Comme je le pensais auparavant, le sentiment était comme si une énorme tempête venait de passer. Mon esprit était vide. Mes oreilles résonnaient encore des cris, des pleurs et des accusations. La maison, qui auparavant était pleine de bruit, pleine de tension, est soudainement devenue silencieuse. Il ne restait que l'odeur de médicaments, de sueur, le thé renversé sur le sol et un espace froid, sans amour. Après cette nuit, Roland, Catherine et le docteur Lemoine ont tous fait l'objet d'une enquête. Finalement, ils n'ont rien pu cacher de ce qu'ils avaient fait. Et moi, la belle-fille qu'ils avaient pointée du doigt en disant « Elle a tué son beau-père ». Je suis devenue la personne qui a dû s'asseoir et raconter chaque événement, chaque jour, chaque comprimé, chaque appel. Je ne baissais plus la tête comme avant. Mais je ne me sentais pas courageuse non plus, juste fatiguée. Fatiguée comme quelqu'un qui vient de traverser un sentier plein de pierres tranchantes et qui, en regardant en bas, se rend compte que ses pieds saignent depuis longtemps. Quelques jours après que tout se soit un peu calmé, Maître Chevalier a apporté une nouvelle liasse de documents à papa Ernest. Il a lentement feuilleté chaque page. Puis il m'a appelé, a posé la liasse sur la table. Sa voix était rauque, mais claire. J'ai annulé tous les documents liés à l'héritage de Roland, dans la mesure où la loi le permet. Et ça, il a poussé la vieille liasse de cette nuit-là vers moi. Ce 1 000 000 d'euros est à toi. Pas comme un cadeau, mais comme une juste récompense pour la personne qui m'a sauvé la vie. J'ai regardé les papiers, puis je les regardais. Si cela s'était produit plus tôt, j'aurais être eu peur et j'aurais immédiatement refusé, car je ne voulais pas être mêlée à des affaires d'argent. Mais après tout ce qui s'était passé, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question d'argent, mais de confiance, de la gratitude finale d'un père qui avait lu dans les cœurs des hommes. Malgré tout, j'ai doucement repoussé la liasse. Ce n'est pas pour l'argent que je me suis occupée de papa. Si vous avez vraiment confiance en moi, laissez-moi aider papa à tout gérer de manière équitable. Ensuite, nous laisserons le temps faire le reste. Papa Ernest n'a pas répondu tout de suite. Il m'a juste regardé très longtemps. Dans ce regard fatigué, j'ai vu quelque chose de rouge, comme un soupir réprimé pendant des années. Être que dans cette maison, il n'avait pas entendu une seule phrase qui n'ait pas de rapport avec une dispute, un calcul ou une possession depuis très longtemps. Il a légèrement hoché la tête. Puis aucun de nous n'a plus parlé. Mais ce silence n'était pas lourd. C'était comme une blessure qu'on venait de nettoyer. Elle faisait encore mal, elle pulsait encore, mais au moins, elle n'était plus recouverte d'un chiffon sale. Mon histoire ne s'est pas terminée dans la joie. Il n'y a pas eu de célébration. Il n'y a pas eu de sentiment de victoire nette. Finalement, la vérité a triomphé, mais les blessures causées par sa propre famille, la présence de la justice ne les guérit pas instantanément. Chaque fois que je passe devant mon ancienne chambre, où je vivais autrefois, je me souviens encore de la gifle de Roland. Je me souviens du doigt de ma belle-mère pointé sur moi pendant qu'elle criait. Je me souviens du sentiment d'être accusée dans ma propre maison, que j'avais maintenue propre et dont je m'étais occupée. Ces choses ne disparaissent pas en une seule nuit,
C'est pourquoi j'ai décidé de déménager pour un temps. Non pas parce que j'étais en colère et que je voulais tout rompre, mais parce que je savais que j'avais besoin de distance pour me guérir correctement. Je ne suis pas retournée à mon ancien mariage, et je n'ai plus jamais laissé personne me forcer à jouer le rôle d'une femme qui ne fait que serrer les dents et endurer. Il y a des choses qui, une fois complètement brisées, l'insistance à les recoller ne fait que nous couper les mains. Papa Ernest, après les événements, a enfin commencé à vraiment guérir. Cette fois, il n'avait plus à faire semblant d'être plus faible qu'il ne l'était vraiment, ni à prétendre qu'il ne savait rien. Il a lentement commencé à se reposer et à suivre une véritable rééducation. Il avait mal quand ses articulations bougeaient. Il était fatigué quand il se reposait. Mais il a persévéré. En le regardant essayer de se lever au milieu de la cour sous le pâle soleil, j'ai souvent senti quelque chose me brûler le nez. Cet homme a finalement eu une chance de vivre le reste de sa vie comme un véritable être humain, pas comme une ombre qui attend que d'autres décident de son sort. La veille de mon déménagement, il m'a appelé dans sa chambre. Il n'a pas parlé des documents, il n'a pas mentionné la fortune, il a juste posé sa main sur la mienne. C'était une main fine, mais chaude, et il a dit très doucement: « Si après tout ça, tu ne m'en veux pas, appelle-moi papa. Un vrai papa. » En entendant cela, ma gorge s'est nouée. Je me suis rapidement détournée, de peur qu'il ne voie mes yeux rougis. J'ai été belle-fille pendant de nombreuses années, et à la fin, je n'ai reçu qu'un seul vrai mot, papa, à l'heure où presque tout s'est effondré. Mais être que c'est la vie parfois. Il y a des choses qui arrivent très tard, mais une arrivée tardive vaut toujours mieux que de ne jamais arriver du tout. Aujourd'hui, en repensant à tout cela, je comprends que le fait d'appeler quelqu'un « famille » ne signifie pas automatiquement qu'il vous aimera. Il y a des gens qui sont très proches de vous, mais leur cœur est plus froid que celui d'un étranger. Mais parfois, c'est au milieu de la plus grande destruction que l'on voit clairement qui est la personne qu'il vaut la peine de garder dans sa vie. J'ai perdu un mariage, j'ai perdu une partie de ma vie où toute mon endurance semblait vaine, mais j'ai conservé ma dignité, et pour moi, c'est une forme de rédemption.